Bruchim Habayim et Baruch Haba cher ami. Vous êtes dans une des premières maisons bâties hors des murailles de Jérusalem depuis 1860. Au sein de ce premier quartier, qui s'appelait à l'époque Shchunat HaMa'aravim, ensuite Machane Israël, aujourd'hui proche de Mamila. Un quartier qui a pris naissance sur l'initiative de Rabbi David Ben Shimon, surnommé le Tzuf Dvash, avec l'aide des familles Aboujdid, Amiel, Amoyal et Amzalag, dont les résidences longent encore la grande rue de Yafo. À l'âge de 28 ans, Rabbi David, jeune rabbin et enseignant de la ville de Rabat, très inspiré par les écrits de Rabbi Yehuda Bibas et de son élève Rabbi Yehuda Al-Kalai, tous deux des annonciateurs du sionisme dès le début du XIXe siècle. Des appels au départ vers Eretz Israël, à la conquête de la terre et de la souveraineté nationale. Rabbi David arrive à Yafo. Par la suite, il s'installe à Jérusalem avec ses élèves pour fonder une communauté, ce qu'on appelle les Ma'aravim, qui se distingue nettement des Séfaradim qui vivaient sous le régime ottoman. Il a construit ces deux centres d'études, un premier à l'intérieur de la muraille et le second, ici même. Il crée un fonds pour subvenir aux besoins des Juifs du Maghreb, des lieux d'accueil pour ces Juifs démunis qui venaient de si loin. Son enseignement visait d'abord à transmettre aux générations futures les fondements de la culture et de la halakha du judaïsme d'Afrique du Nord. L'étude et la formation de jeunes maîtres qui iront fonder ensuite des communautés des Ma'aravim à Tibériade, Safed et Hebron. Depuis 1948, avec la proximité du mur frontalier de Jérusalem-Est, le quartier était à l'abandon. Ce n'est qu'en 1988, avec l'aide des familles Ammar, Asseraf, l'association La Fraternelle et d'autres, aura lieu la restauration de ce centre et la mise en place des programmes culturels. Et nous en avons des expositions, des cours de piyutim, des cours de dessin et bien entendu de présentation de livres et d'accueil de délégations. Si vous voulez, après la soirée, j'en parlerai. Entre 15 et 20 000 visiteurs viennent nous voir chaque année. Des unités militaires, des lycéens, des familles de Kiryat Shmona jusqu'à Eilat. Je peux témoigner que le plus émouvant est d'assister à la visite que fait le papy avec son petit-fils lors de sa bar mitzvah ici dans ce centre, pour le conduire à travers l'héritage de la famille, de la communauté, l'écouter commenter une photo, un texte, un film, le nom de famille, ses origines. Cher Monsieur Bensoussan, une visite dans les différentes pièces de ce centre est certes une partie de la promenade à travers vos écrits sur les Juifs en pays arabe et leur sionisme. Pour nous, quoi de plus naturel, comme me l'a inspiré mon ami Maxime Ouanono, de vous retrouver ici, chez vous, et c'est un grand plaisir de vous écouter ici encore et encore. Bienvenue au nom de la présidence de cette maison. Merci à Maxime pour ton initiative. Merci au Centre mondial des Juifs d'Afrique du Nord de nous avoir accueillis. Merci à toute la direction, Albert Gozlan, mon ami Fino Derry, je n'ose pas utiliser son petit nom, et surtout à Nathalie, la secrétaire, qui a été extrêmement efficace. Merci à la loge Robert Gamzon, qui a été extrêmement efficace rapidement et qui a vraiment, si vous êtes tous là aujourd'hui avec la communication qu'elle a pu faire, c'est grâce à la loge Robert Gamzon et notamment merci Jacqueline. Merci à vous tous d'être venus soutenir Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bien qu'on ne le présente plus, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu, tout le monde l'a écouté, mais je vais quand même me hasarder à le présenter très rapidement.
Georges Bensoussan est un historien, mais j'aimerais qualifier cet historien de historien scientifique. Pourquoi scientifique? Quand vous lisez ses livres, certaines pages, il y a plus de notes de bas de page que de texte. Il y a des pages où il y a un quart de la page en texte et le reste, ce sont des notes de bas de page. Pourquoi? Parce que tout est documenté, tout est certifié, tout est regardé. Et il sait très très bien que les gens qui vont le lire, ils vont regarder la moindre virgule. Donc il est extrêmement précis. En tant qu'historien et observateur de la société, c'est lui qui a créé cette phrase, cet intitulé « Les territoires perdus de la République ». C'est un intitulé maintenant qui est utilisé dans le monde entier, même aux États-Unis, et je me disais que s'il avait déposé un brevet pour ça, il aurait gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas Georges Bensoussan. Georges Bensoussan a écrit aussi un livre sur les Juifs d'Afrique du Nord, en Pays arabe, pardon. Et c'est probablement ce livre-là qui lui avait valu le procès indigne, le procès stupide, imbécile qu'il a eu, et heureusement qu'il a gagné. Et c'est suite à ce procès qu'il a écrit ce livre, dont malheureusement, je n'ai plus ici que 5 exemplaires. Donc si vous voulez, je ne vais pas les vendre aux enchères, mais enfin, c'est 120 shekels à la fin, donc on verra, et il les dédicacera. Pour terminer, moi j'ai lu ce bouquin, j'ai lu ce livre, et j'ai été retourné notamment par le prologue à la fin. Et je voudrais vous lire juste une phrase de la préface qui lui a été consacrée par Jacques Julliard, à la fin. Voilà la phrase, je cite. En modifiant quelque peu la formule de Durkheim, auquel il a recours lui-même, il faut donc considérer l'affaire Bensoussan comme un fait politique total. Un fait politique total. L'affaire est un fait politique total. Et son principal acteur comme un héros de notre liberté. Un héros de notre liberté. Parce qu'il a eu le courage d'écrire ce qu'il a écrit et ce qu'il a prouvé. Merci Georges pour être venu jusqu'ici. Et la parole est à toi. Merci beaucoup. D'abord, bonsoir. Merci d'être venus, si nombreux. Et bien sûr, merci d'abord à Maxime Moinounou, sans lequel cette soirée n'aurait pas été possible. On l'a organisée depuis la France. Merci bien sûr à Jacqueline Rébibeau, à la loge Robert Gamzon, et merci surtout au directeur du Centre des Juifs d'Afrique du Nord. Alors, comme Maxime l'a dit en introduction, ce livre qui s'intitule « Un exil français », et j'expliquerai pourquoi, peut-être au moment des questions, pourquoi ce titre, est basé sur le procès qui m'a été fait, mais le livre n'est pas consacré qu'à la relation du procès et à mes aventures personnelles. Ça n'aurait pas grand intérêt, parce que c'est un procès parmi d'autres sur le fond, même si c'est un procès politique de bout en bout. Mais comme tu l'as rappelé dans ton avant-propos, j'ai cité Durkheim en disant qu'un procès est un fait social total, c'est-à-dire qu'à travers un procès se réfracte toute une société. Et ici, ce n'est pas seulement la société française, ses courages, ses faiblesses, ses lâchetés, et en même temps sa part d'héroïsme aussi de la part de certains, c'est aussi la société juive de France qui s'est révélée. C'est pourquoi je pense que l'analyse du procès, au-delà de mon cas personnel, dit quelque chose de ce qui se passe en France en 2021 et de ce qui se passe pour le judaïsme français cette année-là. Je rappelle rapidement les faits pour ceux qui ne sont pas au courant. Lors d'une émission de France Culture, Réplique, animée par Alain Finkielkraut, je prononce les mots suivants à partir d'une citation d'un sociologue français d'origine algérienne, Smaïl Lahacher. Je ne cite pas verbatim, je ne cite pas dans le texte, je ne l'ai pas sous les yeux, je cite de mémoire. Bon. Et voici ce que je dis. Je dis, il n'y aura pas d'intégration. Pardon, j'ai oublié de donner la date, 10 octobre 2015. C'est important parce que c'est après Charlie Hebdo, l'Hypercacher, et c'est avant le Bataclan, un mois avant le Bataclan. Il n'y aura pas d'intégration tant qu'on ne se sera pas débarrassé de cet antisémitisme atavique
qui est tue comme un secret. Il se trouve qu'un sociologue algérien, Smaïl Lacher, d'un grand courage, vient de dire dans le film qui passera sur France 3, c'est un documentaire que j'avais vu avant parce que moi-même je participais au film, donc on l'avait vu 2 fois déjà ce documentaire, avant qu'il passe à la télévision, donc qui vient de dire dans le film qui passera sur France 3, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir dans les familles arabes, en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mère. Fin de citation. Ça, ce sont mes propos. Or, qu'avait-il dit, lui, dans le film? Cette fois, j'ai le texte verbatim. Je l'ai presque appris par cœur. Cet antisémitisme, disait le sociologue, il est déjà déposé dans l'espace domestique et il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. Il est dans l'air qu'on respire. Des parents à leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Bon, mais ça, toutes les familles arabes le savent. C'est une hypocrisie monumentale que de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d'abord domestique. Fin de citation. Chacun jugera de la différence entre mes propos et les propos du sociologue. Il utilisait la métaphore de l'air qu'on respire, j'utilisais le lait maternel. On disait rigoureusement la même chose, à savoir que l'antisémitisme se transmettait par le biais culturel, le lait ou l'air qu'on respire, a en aucun cas se transmettait de façon génétique par la biologie, c'est-à-dire par le sang. Et d'emblée, c'est-à-dire que l'émission a lieu le 10 octobre, dès le 13 octobre, je suis averti qu'une pétition circule contre moi à Paris, d'un certain nombre d'intellectuels, au total une vingtaine d'ailleurs. Et parmi eux, d'ailleurs, il y a un Israélien qui s'appelle Shlomo Sand, qui a signé ce texte. On se demande pourquoi. Bon. Je ferme la parenthèse. Et très vite, les signataires de la pétition qui demandent en filigrane la fin de l'émission de Finkielkraut et en filigrane également mon éviction du mémorial de la Shoah où je travaillais alors. Ils s'en prennent à l'expression « le lait de la mère », qui signifie donc dès la petite enfance, comme le dit Jacques Julliard dans sa préface, dans le milieu familial. Ils s'en prennent d'emblée à cette expression « le lait de la mère » pour assurer que c'est une expression qui dit clairement mon racisme biologique. Et dans le même temps, Smaïl Lacher, qui n'avait pas écouté l'émission, il n'était pas en France à ce moment-là, mais que ses milieux gauchistes lui font écouter, parce que, étant inculpé, j'ai eu accès au dossier. Donc je sais toutes les lettres qui ont été envoyées à Smaïl Lacher. Ces gauchistes en question écrivent à Smaïl Lacher pour lui conseiller de porter plainte. Et Smaïl Lacher publie un communiqué dans les jours qui suivent, stupéfiant, dans lequel il dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Je n'ai jamais dit ni écrit nulle part ce genre d'ignominie. Comment peut-on croire une demi-seconde que dans ces familles, l'antisémitisme se transmettrait finalement par le sang ?» Fin de citation. Je n'ai jamais prononcé le mot sang. J'ai parlé du lait de la mère, lui parlait de l'air qu'on respire. Tout d'un coup, le lait est devenu du sang pour étayer l'accusation. C'est l'un des grands miracles de cette affaire. Le lait devient du sang. Pourquoi ? Parce que pour étayer l'accusation, on avait besoin de transformer le lait en sang. Sinon, l'accusation ne tenait pas. Et le fait est qu'elle n'a pas tenu, puisque la justice m'a donné raison 3 fois, en 4 ans. Bon. Or, surprise, deuxième surprise, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, quand Smaïl Lacher lui demande un droit de réponse au France Culture, le CSA le lui accorde tout de suite, en 48 heures. Et Alain Finkielkraut, 2 semaines après l'émission, est obligé de lire le communiqué de Smaïl Lacher. Qu'est-ce qu'il dit dans ce communiqué? La même chose que ce que je viens de vous lire. Bon. À partir de ce moment-là, on est à peine 10 jours après l'émission, la machine s'emballe et on a bien l'impression que c'est une machine qui est tout à fait coordonnée, c'est quelque chose de voulu. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il y a un complot, je ne suis pas du tout complotiste, mais je veux dire que ces gens-là se tenaient en embuscade. Ces gens-là, qui ces gens-là? À la fois les islamistes, qui poussent à la roue, le CCIF, et les milieux hyper-gauchistes du gauchisme culturel français. Ils s'engouffrent dans la brèche et qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Ils veulent prouver, pour me conduire au procès, que j'ai tenu des propos racistes, que j'ai tenu des propos basés sur le sang, donc sur la biologie. Autrement dit, ils intentent une assignation biologique qui n'existe pas. Qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est dans une inversion de la réalité totale. Je dénonce l'antisémitisme arabo-musulman, et donc, je suis un pourvoyeur de haine. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je suis accusé de provoquer à la discrimination et à la haine raciale parce que je dénonce la haine raciale. Imaginez simplement ceci, c'est que si on était en 1921, à la fin des grands pogroms d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, et surtout d'Ukraine, qui ont fait 200 000 morts, essentiellement tués par les Cosaques et les Russes blancs, à 90%. Bon.
c'est l'un des bilans les plus effroyables d'avant le génocide, d'ailleurs qui prépare le génocide. Imaginez simplement que j'aurais tenu ces propos en disant qu'on ne peut plus supporter l'antisémitisme des Cosaques qu'ils têtent au lait de leur mère. Il y aurait une association pro-Cosaques qui m'aurait assigné en justice en disant que j'essentialisais les Cosaques et que j'appelais à la haine contre les Cosaques. On est dans la même absurdité. Celui qui dénonce la haine, c'est celui-là qui est le pourvoyeur de haine. Lors du procès, en première instance, le 25 janvier 2017, la philosophe Élisabeth de Fontenay témoigne en ma faveur. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je la cite. « Une transmission généalogique n'est pas une transmission génétique. » Voilà, tout est dit. Généalogique, c'est pas génétique. La généalogie, c'est la culture. La génétique, c'est le sang. Et Yves Ternon, un ami historien, chirurgien, qui témoigne également en ma faveur, dit « Quand on parle, et il sait de quoi il parle, c'est l'un des meilleurs historiens de la médecine nazie. Peut-être même le meilleur. Quand on parle de racisme génétique, c'est grotesque. Je ne vois pas en quoi le lait maternel pourrait être porteur de gènes. Il y a là une incompréhension, une ignorance, voire une malhonnêteté. » Quand Yves Ternon suppose qu'il y a une malhonnêteté, je le connais depuis 30 ans, on peut le croire sur parole. Bon. À partir de ce moment-là, donc, à partir du moment où on m'assigne des propos racistes, la chasse aux déviants commence. L'émission chez Finkielkraut a eu lieu le 10 octobre. Le 14 octobre, sur le site ouma.com, un site islamiste, un certain Jacques-Marie Bourget, je ne sais pas qui c'est, hein, bon. Un certain Jacques-Marie Bourget appelle à la guerre civile. Qu'est-ce qu'il écrit? Écoutez bien. Si personne ne vient crier halte à la haine, armons-nous et préparons-nous dès maintenant à la guerre civile. Fin de citation. À ce jour, aucune réaction de la justice, aucune réaction des médias. Personne ne l'a poursuivi. Il dit clairement, préparons dès maintenant la guerre civile. Préparons dès maintenant la guerre civile. Pas une poursuite judiciaire. Mieux, quelques semaines se passent. Début novembre 2015, je reçois un coup de fil d'un responsable de la LICRA, Antoine Spire. Et Antoine Spire me dit, on va publier un communiqué contre vous, sauf si vous présentez des excuses. Des excuses, je dis, mais il n'y en a pas question. Il n'y aura aucune excuse. Effectivement, il publie quelques jours plus tard le communiqué. Et pour clôturer l'affaire, Ismail Lacher s'était contenté, le sociologue, s'était contenté d'un communiqué totalement aberrant et mensonger où il me faisait dire ce que je ne disais pas, à savoir le sang. Mais il va plus loin. Début novembre, il porte plainte contre moi. C'est-à-dire que là, on va en justice. Et là, je suis obligé de prendre un avocat que je garderai jusqu'au bout. Bon, Michel Laval. Donc la tension monte des deux côtés, puisque début décembre, une pétition est signée en ma faveur dans le Figaro, avec un certain nombre d'intellectuels, dont Alain Finkielkraut, dont Pascal Bruckner, dont Pierre Nora et quelques autres. Et c'est à ce moment-là, début décembre, que le directeur du mémorial, qui aura joué un rôle épouvantable dans cette affaire et qui pose la question du fonctionnement des institutions juives de France, le directeur du mémorial commence à me retirer certaines formations dont j'étais responsable, sans le dire ouvertement. Bon. On en est là, à la fin de l'année 2015, et je rappelle qu'il y a eu l'affaire du Bataclan au milieu. Le 13 novembre, l'affaire du Bataclan. Et je vais faire une incise par rapport au procès. Le 16 novembre, je suis convoqué devant le Centre national des lettres. Je m'explique. Le Centre national des lettres, c'est un organisme qui aide les revues et les écrivains en France. Nous, au Mémorial de la Shoah, nous avons une revue qui est évidemment déficitaire, comme toutes les revues. Nous avons besoin de leur aide, même si c'est une aide modeste, mais on a quand même besoin de leurs 3 000 ou 5 000 euros. Ça va guère au-delà. Hein. Bon. Or, je suis convoqué au CNL parce qu'il y a des plaintes déposées contre moi. Des plaintes qui n'ont rien à voir avec l'émission de Finkielkraut, puisque c'est bien avant que j'ai reçu la convocation. Qu'est-ce qu'on me reproche? On me reproche deux choses. Et nous sommes 3 jours après le Bataclan. 3 jours. Lundi 16 novembre. Je ne suis pas prêt d'oublier cette date. Je me présente devant un jury, CNL, comme une sorte de tribunal. Il n'y en a qu'un qui parle. Il dit, oui, on vous reproche, qui on ne sait pas. Moi, je le sais maintenant. Des lettres de dénonciation. On vous reproche d'avoir écrit dans l'éditorial consacré au numéro sur les Arméniens, nous venions de commémorer le 100e anniversaire du génocide arménien avec plusieurs historiens, dont Yves Ternon, que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez écrit dans la 4e de couverture de votre numéro sur les Arméniens, vous avez parlé d'un islam conquérant. J'ai dit oui, parfaitement, un islam conquérant, 3 jours après le Bataclan. J'ai dit oui, je ne retire aucun mot. Vous avez quelque chose contre cette expression? Rien.
Silence. On vous reproche aussi votre engagement pro-sioniste dans un certain nombre de vos éditoriaux. J'ai dit oui, la défense de l'État d'Israël, c'est une ligne rouge. Vous avez quelque chose contre ça? Rien. L'aide a été reconduite. On a reçu la subvention. Ce que je vous raconte simplement cette affaire, c'est un, pour la concomitance dans les dates, et deux, pour le fait que les milieux gauchistes dont je parle s'y connaissent en matière de délation. Car je sais maintenant, parce que j'avais un ami au sein du CNL, qui était mon ancien éditeur de l'histoire du sionisme, l'histoire des juifs du monde arabe, qui est un ami, et qui m'a dit je ne peux pas vous donner les noms, mais vous avez vraiment des gens, des gauchistes, qui ne vous aiment pas. Hein. C'est clair. Bon. Donc on en est là, début de l'année 2016, quand brutalement, coup de théâtre, le sociologue retire sa plainte. Très bien, ben, l'affaire est terminée. Ben oui, l'affaire est terminée, il y a eu un accord entre les avocats, un accord amiable. Il ne m'a pas demandé d'excuses, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai demandé plusieurs fois à le rencontrer, il n'a jamais donné suite, il n'y a pas de compensation financière, il n'y a rien. Bon, on en arrête là, je pense qu'il a repris ses esprits, il a retiré sa plainte parce qu'il a quand même reconnu qu'on disait exactement la même chose. Or justement, l'affaire ne s'arrête pas là, elle commence là. Puisqu'en février 2016, il retire sa plainte et en mars 2016, j'apprends que le CCIF dépose un signalement. Ce n'est pas une plainte, un signalement, je vous explique. Quand une association a moins de 5 ans d'existence, elle ne peut pas porter plainte. Elle doit déposer un signalement. Pour porter plainte, il faut avoir plus de 5 ans d'existence. Ce n'est pas le cas du CCIF. Donc elle dépose un signalement, du coup, la machine judiciaire se met en marche. Je suis convoqué à la police judiciaire. En juin 2016, la police judiciaire m'auditionne, seule. Vous avez tenu tel et tel propos. Vous les reconnaissez? Oui. Est-ce que vous avez tenu ceci ou cela? Enfin bref, ça dure 3 quarts d'heure. La policière, visiblement, on avait par-dessus la tête de ce type d'interrogatoire débile, mais on lui faisait faire ça, c'était son boulot. Elle avait quand même d'autres affaires un peu plus importantes. Très bien, je sors de là, un peu dubitatif, je ne sais pas très bien quoi en penser. Et là, étrange, je reçois en plein mois d'août, en pleine vacances, un coup de fil de la policière. Je suis désolé de vous déranger en pleine vacances, mais on a besoin de vous auditionner une deuxième fois. C'est assez inhabituel. Le parquet le demande. J'y retourne, cette fois avec mon avocat. Je suis auditionné, on me pose les mêmes questions, en présence de l'avocat. Et moi, je sors de là très confiant, lui, pas tellement. Mais enfin, lui a une expérience que je n'ai pas. Et effectivement, il avait raison de ne pas être confiant. Parce qu'en octobre, j'apprends que le parquet donne suite. Le parquet donne suite, ça veut dire qu'il y aura un procès. Et il y aura un procès à partir de cette phrase « tété au lait de la mer ». C'est tout. Il n'y a aucun autre motif d'incrimination. Aucun. Bon. Il y aura procès. Alors, à partir de là, commence deuxième partie. Je dis, qui est à la manœuvre? Pas de logique complotiste ici, pas du tout. Il y a des gens en chair et en os. Ce n'est pas un complot des extraterrestres, pas du tout. La manœuvre, c'est d'abord une partie de l'extrême gauche. Je ne dis pas toute l'extrême gauche, c'est une partie de l'extrême gauche. Une extrême gauche, d'ailleurs, pour laquelle on a toutes les indulgences. Vous remarquerez qu'il y a un deux poids, deux mesures. Pour ceux qui ont été jadis dans l'extrême gauche maoïste, qui s'est commise avec le génocide Khmer Rouge, on est indulgent, péché de jeunesse. Pour ceux qui ont eu une extrême droite fascisante, ou pire nazie, ceux-là, évidemment, on leur fera les pires misères du monde. Sans doute justifiées, mais on peut quand même considérer que des gens qui ont été complices intellectuels du génocide des Khmers rouges, pas des Khmers rouges, par les Khmers rouges, ceux-là, on devrait avoir la même sévérité qu'avec les nazis. On ne l'a pas. On considère ça comme, bon, ils avaient 20 ans, ils ont pu faire des conneries, d'accord, on passe. Cette extrême gauche-là, elle est adepte de la délation, c'est-à-dire que la dénonciation chez elle, c'est quelque chose de courant. Et on remarquera une chose, c'est qu'au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, disons à l'époque moderne, c'est-à-dire du XVIe au XVIIe, XVIIIe siècle, dénoncer son prochain, la délation était vue comme une bassesse. Aujourd'hui, à l'ère révolutionnaire, la délation est vue comme un devoir civique, comme une preuve d'héroïsme. Alors en matière de délation, effectivement, ils sont experts. Alors qui est cette extrême gauche? Qui sont ces gens-là? C'est ce que Régis Debray appelle la basse intelligentsia, c'est-à-dire un certain nombre de gens diplômés qui sont ce qu'on peut appeler des intellectuels frustrés. C'est-à-dire des gens qui ont fait des années d'études, 4, 5 ans, 6 ans d'études, qui ont pu aller jusqu'au doctorat, mais qui n'ont pas les postes auxquels ils pourraient prétendre, et qui se retrouvent à des postes subalternes, et qui en ressentent de l'amertume, du ressentiment, et un ressentiment qui finit par déteindre contre toute la société. Et ce ressentiment contre toute la société, c'est chercher à mettre à mort tout ce qui les dépasse. Vous avez là le socle de la France insoumise de Mélenchon. Sur le plan électoral, c'est ça son public. Ce n'est pas le public Marine Le Pen, c'est le public réellement de la France insoumise.
C'est ça la basse intelligentsia dont parle Régis Debray, qui joue un rôle fondamental dans ce climat de terrorisme intellectuel qui a besoin de condamner, qui a besoin d'ostraciser, qui a besoin de se trouver des ennemis qu'elle appelle fascistes. Bon. Elle fonctionne en groupe, évidemment. Elle fonctionne en groupe avec ce ressentiment profond et cette passion égalitaire, cette passion égalitariste qui fait que ces intellectuels qui fonctionnent en groupe, comme le dit Jacques Julliard dans sa préface, je cite Jacques Julliard, les intellectuels, quand ils sont réunis, constituent un groupe le plus souvent lâche et borné. Et il dit dans la même préface, honorer l'intellectuel seul qui ne signifie pas solitaire. Pas la même chose, effectivement. Ce qu'on constate tout de suite avec le fait qu'il y aura un procès, en dehors de cette couche de basse intelligentsia de l'extrême gauche qui s'y connaît en terrorisme intellectuel pour accuser les uns les autres de racisme et de fascisme et donc finalement les ruiner socialement, parce que c'est ça le but, c'est le fait que la justice est instrumentalisée et qu'on est sous le règne permanent maintenant de la justice en France pour un oui, pour un non. Alors quel est le but du procès ? Le but du procès, de la part des islamistes qui déposent un signalement, ce n'est pas forcément de gagner. Ils s'en moquent de perdre. D'ailleurs, ils ont de l'argent, c'est l'argent du Qatar. Ils peuvent multiplier les procès à l'infini. Un procès, ça coûte 20 000 € à peu près. Un procès de ce type, c'est 20 000 €. Les 20 000 €, ils peuvent les dépenser à tire-larigot. Ils en ont énormément d'affaires devant la 17e chambre à Paris. Peu importe pour eux. Non, ce qu'ils veulent, c'est salir l'individu. C'est-à-dire ruiner sa réputation et entacher de soupçons toute son œuvre. Une fois que vous êtes passé devant la justice, vous aurez beau être relaxé une fois, deux fois et en cassation, il en restera toujours quelque chose. Même accusés, les accusés d'hier, finalement, voient leur réputation abîmée, flétrie. Et les milieux islamistes le savent parfaitement. C'est pour ça qu'il leur est relativement indifférent de perdre. Bien sûr, ils aimeraient mieux gagner. Mais même quand ils ont perdu, ils savent que leurs adversaires sont ruinés socialement. En d'autres termes, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'utilisation des armes de la démocratie pour ruiner la démocratie. Et ça rappelle évidemment quelque chose qu'on connaît bien dans les années 30. Si dans mon affaire, le CCIF a perdu, et il a perdu, sa stratégie a gagné. Pourquoi ? Sa stratégie, c'était faire peur. Faire en sorte que les autres se taisent. Effectivement, les autres se taisent. Aujourd'hui, qui aimerait avoir un procès qui dure 4 ans et qui vous ferme un grand nombre de portes ? Évidemment. Qui vous ferme entre autres les portes d'un certain nombre de médias. Chacun en particulier craint d'être accusé de racisme, puisque la plaie des plaies, l'accusation majeure, la honte des hontes, c'est le racisme, même si on ne s'entend pas d'ailleurs sur le mot même de racisme. Donc, la fonction d'un procès pour délit d'opinion, parce que là il s'agit d'un délit d'opinion, c'est de faire taire l'individu, et c'est l'antichambre d'une mort sociale. Qu'est-ce que je veux dire par mort sociale ? Je veux dire que lorsque, à partir du moment où vous êtes en procès, et même quand vous êtes acquitté, si dans une salle de rédaction on propose votre nom pour une interview, pour une audition, pour un article, etc., il y aura un silence gêné. On dira que oui, Bensoussan, oui, c'est bien, c'est vrai, mais il est clivant, hein, vous ne trouvez pas ? Clivant, qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction en français moderne. Clivant, ça veut dire infréquentable, ininvitable. Ça veut dire ça. Et j'en ai l'expérience, parce qu'un journaliste de France Culture, je peux maintenant dire qui c'est, il a quitté la station, enfin sans donner son nom, mais en tous les cas, il présentait le journal de la mi-journée, Antoine Mercier, j'ai dit son nom, qui est devenu un ami. Antoine m'a dit, après cette affaire, tu sais, j'ai souvent proposé ton nom pour, par exemple, Yom HaShoah, le 27 janvier, parce que d'habitude, j'étais souvent invité pour Yom HaShoah, à parler du 27 janvier. Ah, il y avait un silence gêné. Alors, les plus courageux disaient, il est clivant. Les autres se taisaient et regardaient le bout de leurs chaussures. On savait que je ne pourrais pas être invité. Le fait est que, depuis 6 ans, je n'ai jamais plus remis les pieds à France Culture. Bon. Alors, sur quelle base, maintenant, le parquet va donner suite en octobre 2016 ? C'est ça aussi qui est intéressant. Sur la base d'une inflation de lois antiracistes, dont la première est la loi Pleven, 1972, puis il y en a eu beaucoup d'autres. Mais je m'arrête sur la loi Pleven. Pourquoi ? Parce qu'elle introduit dans la loi de juillet 1972 un délit particulier qui s'appelle incitation à la haine ou provocation à la haine. Le problème, c'est que incitation à la haine, c'est flou. C'est un flou juridique absolu. Pourquoi ? Parce que la haine, ce n'est pas un délit, c'est un sentiment. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un, vous pouvez le lui reprocher, vous ne pouvez pas l'inculper judiciairement parce qu'il a de la haine, c'est son droit. Vous pouvez considérer que c'est mal, mais c'est son droit. Je me souviens d'un journaliste
au moment où Lanzmann a sorti Shoah, qui lui reprochait violemment, et d'ailleurs il y a eu une prise de bec au micro entre les deux, d'avoir de la haine pour les Polonais. C'est son droit, disait Lanzmann à juste titre, c'est son droit le plus strict, mais personne ne l'a poursuivi pour cela. Bon. Donc, incitation à la haine, dès lors que la haine n'est pas un délit, ou provocation à la haine, c'est très flou. Pourquoi ? Parce que si je décris une réalité dangereuse et subjective, c'est mon avis, si je dis que l'antisémitisme arabo-musulman d'origine maghrébine, parce qu'en France, la population arabe est 4 à 90% d'origine maghrébine. Si dans une partie de la communauté maghrébine, on traite l'antisémitisme avec le lait de la mer, ce que je soutiens formellement aujourd'hui encore, eh bien, si je décris une réalité qui est la réalité d'un racisme et d'un antisémitisme dangereux qui passe à l'acte, qui tue, contrairement à l'extrême droite qui n'a pas tué ces dernières années, eh bien, on pourra m'accuser d'incitation à la haine raciale contre les Maghrébins. C'est exactement ce qui s'est passé. Et cette notion d'incitation à la haine, c'est donc la porte ouverte à l'arbitraire, parce que ça permet d'étendre à l'infini le climat de dénonciation. On peut dénoncer absolument tout le monde. Vous dénoncez une situation délétère, perverse, qui peut mener demain à des débordements graves, et puis on peut vous accuser d'avoir essentialisé tel groupe humain, tel groupe de population, et d'avoir incité les esprits à la haine contre eux. Ce qui fait que dans ce système où les lois n'ont cessé de se succéder depuis la loi Pleven, qui part d'une bonne intention, comme toutes ces lois-là, mais on n'a pas vu les effets pervers de ces lois-là, la liberté d'expression tend à devenir, en France, l'exception. Et au contraire, la censure tend à devenir la norme. Alors vous me direz, mais vous exagérez là. Non, parce qu'il arrive un moment où la judiciarisation des rapports sociaux et de la vie intellectuelle est tellement importante pour un oui, pour un non, pour être assigné devant la 17e chambre. Pascal Bruckner a eu 4 procès. Philippe Val, qui a été mon témoin en appel, a eu 17 procès. 17 procès, c'est un habitué, lui, de la 17e chambre. Et on pourrait comme ça égrener la liste, Finkielkraut idem et d'autres. Bon, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut dire que il n'y a plus de limite, si vous voulez, à la judiciarisation des rapports sociaux, à la judiciarisation de la vie intellectuelle. Et dès lors qu'on a sous les yeux le spectacle de tant et tant de gens qui se retrouvent devant la justice, que se passe-t-il dans le grand public? Ou parmi d'intellectuels qui voudraient parler? Ben, l'autocensure. On se tait. Ou, si on ne se tait pas et qu'on est invité, on adopte un langage codé. Alors aujourd'hui, par exemple, dans le langage codé, ça devient ridicule, mais aujourd'hui, on est tous habitués à parler comme ça maintenant. Une partie des Maghrébins, une partie des Arabes, une partie de ceci, une partie de cela. C'est devenu un tic verbal, une partie des. Bon. Alors, ce que ça révèle aussi comme problème, au-delà de la judiciarisation des rapports sociaux et de l'instrumentalisation de la justice dans un domaine où elle ne devrait pas avoir lieu, je pense à une scène de ce procès du 25 janvier où Alain Finkielkraut est déposé en ma faveur et il est invité à la barre. Et il raconte devant la présidente et devant une salle archi-comble. Pour information, le procès a duré 11h30. On a commencé à 14h, on s'est séparés à 1h30 du matin. Quand Alain Finkielkraut raconte qu'il a été traîné dans la boue par tel ou tel intellectuel qui lui était hostile, un avocat de la partie civile se lève et lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?» Et Finkielkraut répond « Moi, je ne porte jamais plainte. Je débat, je discute. Et j'invite même à réplique des adversaires. » C'est ça la vie intellectuelle. C'est la contradiction, c'est le débat, c'est l'opposition, mais ce n'est pas la justice. Quand on est avec la justice, c'est qu'il n'y a plus de vie intellectuelle, évidemment. Donc, j'en arrive ici au 3e point fort. C'est que, quand je dis l'antisémitisme est été au lait de la mer dans les familles arabes à partir du propos de Smaïl Lahacher, je parle d'une réalité que tout le monde connaît. Tous les travailleurs sociaux en France le savent, toutes les infirmières le savent, tous les services d'urgence le savent, tous les policiers le savent. Et même quand on leur dit que j'ai eu un procès pour ça, tout le monde rit. Puis, un procès pour ça. Mais c'est une vérité de la palisse. Mais tout le monde le sait que ça se passe comme... Et les professeurs, bien sûr, les premiers le savent. Donc, on est dans le temps du déni. Alors, le déni, pourquoi? Le déni, d'abord, c'est celui d'une doxa, c'est-à-dire d'une croyance commune, qui refuse les faits. Quand les faits la gênent, quand les faits ne cadrent pas avec son idéologie, les faits n'existent pas. Donc, ce qui compte d'abord, ce sont les croyances, pas les faits. Dès lors qu'un certain nombre de faits bruts sont gênants pour elle, c'est-à-dire pour ce gauchisme culturel qui est très présent, très puissant dans les médias en particulier, ces faits sont déclarés caricaturaux, non représentatifs, simplistes
au nom de ce qu'ils appellent la pensée complexe. Sous-entendu, vous êtes des abrutis, nous avons le monopole de l'intelligence et de la pensée complexe. En réalité, derrière la pensée complexe, il n'y a rien quand on les fait parler. C'est-à-dire que ce refus de voir, ce refus de nommer quelque chose qui est évident, que tout le monde connaît, que tout le monde sait, mais qu'on n'a pas le droit de dire, ce refus de voir et de nommer participe d'un climat en France de déni qui est très large, qui ne concerne pas seulement l'antisémitisme, qui concerne par exemple la délinquance, qui concerne l'insécurité générale. Combien de ces beaux esprits nous ont dit pendant 20 ans « Non, non, vous vous trompez, c'est un sentiment d'insécurité. » Sentiment d'insécurité. Allez demander aux policiers, comme on l'a fait nous quand on a fait une France soumise en 2017, ce qu'ils en pensent, eux, du sentiment d'insécurité. Bon. Donc, ce refus de voir et de nommer, c'était là, en l'occurrence, dans mon affaire, le refus de nommer l'antisémitisme arabo-musulman en France. Je fais un simple rappel. Entre 2012 et 2018, 19 des 20 terroristes islamistes qui ont frappé en France, qui ont assassiné en France, étaient d'origine maghrébine. 19 sur 20. Qui était le 20e? Amédi Koulibaly, l'hypercacher. Voilà, c'est tout. Tous les autres étaient nés en France, élevés en France. Les frères Kouachi étaient nés en France, élevés en France, ils sont allés au collège et ils ont reçu l'enseignement de la Shoah comme tous les autres élèves. Bon. Le tueur du musée juif de Bruxelles, j'ai oublié son nom, est de Roubaix. Il est né à Roubaix, il a été élevé à Roubaix. Il est allé tuer en Belgique parce qu'en France, le musée juif était surveillé par la police avec des caméras de surveillance. En Belgique, en revanche, il n'était pas surveillé. C'est là-bas qu'il pouvait tuer. C'est ce qu'il a fait. Bon. Ça, c'est le premier déni. Une réalité que tout le monde connaît, surtout les services de police ou les services sociaux, mais qu'on est obligé de taire. Deuxième déni, les avatars de l'histoire juive du monde arabe. L'antijudaïsme persistant dans un Maghreb qui pourtant n'a plus de juifs aujourd'hui, sauf le Maroc, où il en reste 3000 à peine, sur une communauté de 250 à 280 000 personnes. Donc c'est un reliquat, c'est une butte témoin, hein, c'est symbolique. Bon. Donc, avatar de l'histoire juive du monde arabe, c'est-à-dire l'expulsion, la spoliation. Certes, il n'y a pas eu d'expulsion sans juridique, mais on a poussé les gens à partir. Hein. On a fait en sorte de leur rendre la vie assez impossible pour qu'à un moment donné, ils sachent qu'eux et leurs enfants n'avaient plus d'avenir, qui au Maroc, qui en Tunisie, etc. Bon. Donc, nier cette histoire-là, nier l'antijudaïsme qui persiste au Maghreb, où juif continue à être une insulte. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour la majorité de nos contemporains, et en particulier dans ces milieux idéologiques très formatés, les croyances sont les plus fortes. Les croyances sont plus fortes que les faits. C'est Proust qui disait dans La Recherche du temps perdu, « Les faits ne pénètrent pas dans l'univers de nos croyances ». Cette phrase est superbe parce qu'elle résume tout à fait la problématique actuelle. Et Bergson disait, à peu près à la même époque, « L'œil ne perçoit que ce que l'esprit est prêt à comprendre ». Quand l'esprit n'est pas prêt à comprendre une réalité, l'œil ne le voit pas. Donc effectivement, ils voient comme nous, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas parce que ça n'entre pas dans leur univers de croyance. Donc les faits n'existent pas. Et si vous leur mettez les faits devant les yeux, ils vous diront que vos démonstrations sont simplistes, caricaturales, et qu'à la limite, vous êtes animés par un état d'esprit raciste. Alors comment comprendre cela? On peut évoquer, pour aller vite, plusieurs raisons. Il y a sans aucun doute à gauche la mauvaise conscience coloniale. Il y a probablement aussi le choc démographique de l'immigration qui a changé les rapports de force et qui fait qu'aujourd'hui l'immigration en France et les enfants d'immigrés, les troisième génération d'immigrés, sont démographiquement extrêmement forts. Probablement plus de 10 millions de personnes. Et qu'ils tiennent des quartiers entiers, des villes entières. Il y a un rapport de force qui fait peur. Il y a donc en clair une troisième raison, c'est la peur du conflit. Par peur du conflit, on baisse les yeux. On se soumet, on ne parle pas, on fait comme si on n'avait rien vu. Et c'est ce qui se passe partout en France, tous les jours, dans les bus, dans le métro, dans les rues, partout, partout. Parce que celui qui réplique, celui-là risque demain une rixe, l'appel au grand frère, l'attroupement, le coup de couteau, etc. Des exemples comme ça, tout le monde le connaît. Alors, ce déni de cet antisémitisme, de ce climat de violence, etc., il s'enracine dans un déni encore plus ancien, c'est ce déni qu'a entretenu la gauche française de la parfaite entente entre juifs et arabes dans le monde arabo-musulman jadis. Et là, plutôt que de faire un grand discours, je vais vous citer Albert Memmi. Memmi, juif tunisien, tout le monde connaît dans cette salle, arrive en France en 1957.
anticolonialiste. Il a publié Portrait du colonisé. Il fréquente les salons de la gauche parisienne. Et il dit, dans un livre qui est sorti juste en 1974, intitulé « Juifs et Arabes », et il dit ceci. Là-dessus donc, il parle des années 58-60, on est en pleine guerre d'Algérie. Là-dessus donc, j'arrivais en France, et je me trouvais confronté avec ce racontard qui courait les salons de la gauche parisienne. Les Juifs auraient toujours vécu en parfaite entente avec les Arabes. On me félicitait presque d'être né dans des pays où le racisme, la xénophobie étaient inconnus. Cela me faisait rire. J'avais entendu tant de sottises sur l'Afrique du Nord et venant des gens les mieux intentionnés que je n'y réagissais pas tellement, c'est vrai. Ce bavardage a commencé à me préoccuper lorsqu'il devint un argument politique, c'est-à-dire depuis 1967. Fin de citation. Au regard de ce qui précède, pourquoi ces milieux arabo-musulmans autour du CCIF, mais pas seulement le CCIF, pas seulement les milieux islamistes, les milieux indigénistes aussi autour de Ouria Boutelja et des autres, qui ne sont pas des milieux islamistes. Et pourquoi ces milieux alliés à une partie de l'extrême gauche, d'ailleurs on notera l'alliance assez contre nature entre l'islamisme et l'extrême gauche, pourquoi ces milieux m'en voulaient-ils, sans tomber dans la paranoïa? J'ai réfléchi avec beaucoup d'amis sur ce procès. On était très nombreux, évidemment, à organiser ma défense. Il n'y avait pas que Michel Laval, mon avocat. On a réfléchi. Et ce qu'on a compris surtout en écoutant la première audience et l'audience d'appel, c'est qu'on n'en voulait pas pour les territoires perdus de la République. Moi, c'est ce que je croyais au départ. Non, je me suis trompé. On m'en voulait pour un livre et un seul. Pas ce que j'avais écrit sur la Shoah, ils s'en moquaient éperdument de la Shoah. On m'en voulait pour Juifs en pays arabes, le livre paru en 2012. Ce livre-là, les parties civiles n'ont cessé de dire, durant l'audience, on n'est pas là pour parler de l'œuvre de l'historien Georges Bensoussan, mais pour ses propos à France Culture. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cité à 4 reprises « Juifs en pays arabes ». En fait, si ce livre-là leur déplaisait tellement, c'était parce que la légende du vivre ensemble, une fois qu'elle était cassée, ils ne pouvaient pas s'en servir pour promouvoir le vivre ensemble en France aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas alimenter la légende du « voyez, comme jadis vous vous entendiez si bien avec la population arabo-musulmane, pourquoi aujourd'hui y aurait-il des problèmes ?» Et on connaît la réponse, le conflit israélo-arabe, le sionisme, etc. etc. Bon. Donc ça, c'était le premier point. J'avais cassé une certaine légende, mais je n'étais pas seul. Il y a bien d'autres historiens qui ont travaillé avant moi là-dessus. Je pense à Paul Fenton, par exemple. Je pense dans la sphère américaine à Norman Stillman, qui n'est pas traduit en français. Bon, je pense bien sûr j'ai oublié son nom, David Littman, le mari de Batior, qui avec Paul Fenton a publié un livre remarquable en 2013, L'exil au Maghreb, un recueil de textes fondamentaux traduits de l'hébreu et de l'arabe. Bon, bref, ça, cette mise en accusation, c'était aussi pour avoir dit clairement autre chose, pour avoir dit clairement l'impossibilité pour un juif aujourd'hui de vivre calmement dans un pays arabo-musulman. Certes, il y en a quelques-uns en Tunisie, certes, il y en a quelques-uns au Maroc. Mais enfin, encore une fois, par rapport à la grande communauté que c'était au Maroc, c'est un reliquat. Même chose en Tunisie. Accessoirement, c'était aussi pour avoir mis en lumière les dérives d'une immigration mal intégrée et encore moins assimilée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec les territoires perdus de la République, on me reprochait aussi en filigrane, à moi et aux autres, on me reprochait d'avoir mis en lumière un antisémitisme, un sexisme, un racisme extrêmement puissant dans ces populations d'origine maghrébine. Le racisme anti-noir est terrible de la part de ces populations. Le sexisme, c'est quelque chose que nous n'avions pas vu en 2002 quand on a fait le livre. Et tout d'un coup, on entendait des professeurs nous raconter, parce que c'était seulement des professeurs qui nous racontaient, pas des élèves, combien les filles avaient peur, combien les filles, y compris musulmanes, rasaient les murs, combien elles devaient s'habiller de façon ample, qu'on ne voit pas leur forme, combien certaines même étaient condamnées le dimanche à rester en pyjama pour qu'on ait la certitude qu'elles n'aillent pas en bas au pied des immeubles, fréquenter des garçons. Et elles étaient sous l'œil des grands frères, et sous l'œil des oncles, et sous l'œil des pères. C'est cette tyrannie-là contre laquelle l'association maghrébine, ni pute ni soumise, est partie en guerre, et avec laquelle nous, avec les territoires perdus de la République, on a travaillé un moment en 2004, 2005, 2006. C'était des défis extraordinaires. Et elles ont confirmé tout ce qu'on disait. Bon. Cette vindicte des milieux arabo-musulmans en France,
il y a quelque chose de frappant, c'est que lors du procès de janvier 2017, 2 des 3 témoins de l'accusation contre moi étaient des Maghrébins. 2 Algériens. Bon. Eh bien, cette vindicte des milieux arabo-musulmans en France, elle mettait en lumière quoi? D'abord, le refus d'examiner leur histoire. Dès lors qu'ils se posent en victimes, ils n'ont de compte à rendre à personne. Nous avons été victimes de la colonisation. À partir du moment où nous avons été victimes, nous avons les droits. Et à partir de ce moment-là, nous sommes quittes de ne pas regarder notre histoire, parce que notre histoire est forcément vierge, puisque nous sommes des victimes et nous avons été colonisés. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus examiner ce qu'a pu être, par exemple, la traite arabo-musulmane, qui a duré beaucoup plus longtemps que la traite européenne. On ne peut pas examiner, par exemple, quand on pense à la guerre d'Algérie, et je pense en particulier à la préface qu'avait donnée Régis Debray à un livre d'un sociologue marocain excellent qui s'appelait Mohamed Enadji. Le sujet El Mamlou, je crois, c'était le livre, excellent livre. Il avait donné une préface dans laquelle il avait écrit que les peuples arabes ne seront libres que le jour où ils affronteront leur histoire. C'est superbe cette phrase. Il a eu le courage de l'écrire et Mohamed Enadji a eu le courage d'accepter cette préface. Eh bien, examiner son histoire, c'est par exemple examiner la guerre d'Algérie. Oui, le 17 octobre 61 sont des massacres épouvantables commis par la police française. Oui, ce sont des massacres d'origine raciste. Mais pourquoi ne dit-on rien sur le massacre d'Oran du 5 juillet 1962, qui est une véritable purification ethnique? 700 morts, tués au hasard, parce que blancs, juifs, peu importe, massacrés dans les rues d'Oran. Pourquoi? Pour rendre toute cohabitation impossible, pour pousser les pieds noirs à partir de ce qui était leur patrie. Qu'on le veuille ou non. C'était leur patrie, de la même façon qu'un petit enfant de Maghrébin aujourd'hui, je dirais que la France est sa patrie. Eh bien, les pieds noirs étaient chez eux en Algérie, aussi, de la même façon. Bon, ça, rien, silence là-dessus sur le massacre d'Oran. D'où l'existence d'un autre négationnisme. Quand on dit négationnisme, on pense à la Shoah, bien sûr, mais il y a un autre négationnisme. C'est celui qui entoure l'histoire des Juifs du monde arabe. Soit c'est le silence gêné, soit c'est encore le mythe de la convivialité parfaite. Certes, ça n'était pas l'horreur tous les jours, bien sûr que non. Il ne s'agit pas de pousser le tableau au noir, il ne s'agit pas de tomber dans la caricature stupide, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'angélisme, comme on essaie de nous faire croire dans certains milieux. C'est aussi de mettre en lumière l'obsession antisémite ancienne et l'obsession antisémite récente. L'obsession antisémite ancienne, je cite dans ce livre le témoignage d'un juif ashkénaze qui a porté l'étoile à Paris en 1942, Claude Berger, qui est devenu, bon, c'est un enfant caché, donc il a survécu, il est devenu dentiste. Et au moment de la fin de la guerre d'Algérie, il est engagé très à gauche, comme beaucoup de juifs à ce moment-là, et il se porte volontaire pour aller en Algérie, soigner gratuitement, évidemment, les Algériens qui viennent de récupérer leur indépendance. Bon. Et il est là, il fait donc la tournée des douars conduit par un chauffeur algérien qui lui dit un jour, alors qu'il voit l'armée française en train de plier bagages, il voit les derniers militaires français plier bagages, tu vois, ceux-là, je les déteste, en montant les parachutistes français. Ils m'ont tué un enfant. Ils ont tué à bout portant le jour où ils sont venus me chercher, qu'ils ne m'ont pas trouvé, par représailles et par rage, ils ont tué un gamin, un de mes gamins. Mais il y a pire qu'eux, c'est un juif. Si j'avais un juif là devant moi, je l'assassinais immédiatement. Et Claude Berger, qui est assis à droite, lui dit, un juif, tu l'as pas devant toi, tu l'as à côté de toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Claude? Tu l'as à côté de toi. Mais tu n'es pas juif, Claude. Ben, vous imaginez la suite. Chaque jour, raconte Claude Berger dans son livre, chaque jour, l'autre, j'ai oublié le prénom, lui disait, mais dis-moi, Claude, que tu n'es pas juif. C'est pas possible. Mais c'est ça. C'est ça dont il témoigne. Il y a un autre témoignage, Elisabeth Roudinesco, la psychanalyste, qui a été pied rouge en Algérie, c'est-à-dire volontaire pour alphabétiser. Elle a été institutrice ou professeure de français, je ne sais plus exactement. Et elle raconte dans le livre Les Pieds rouges de Catherine Simon, un très bon livre sur les coopérants français en Algérie dans les années 60, elle raconte le climat d'antisémitisme épouvantable qui régnait dans les classes. Ça, c'est l'obsession antisémite. Et puis l'obsession antisémite présente, c'est par exemple ce que raconte la sociologue Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, dans une enquête de 86, très vieille enquête sociologique. Elle raconte quelque chose d'intéressant, à une époque où on ne parlait pas encore d'islamisme. Elle dit que dans une partie de l'immigration maghrébine en France, on voit les juifs comme des obstacles à l'intégration. Et qu'on a le sentiment que tant que les juifs occuperont des postes importants dans la société française, eux, en tant que maghrébins, ne pourront jamais réussir. Elle l'écrit noir sur blanc en 86. Ça n'a suscité aucune réaction.
Ou bien je vais donner un deuxième exemple, les élections européennes à Maubeuge en 2019. Maubeuge, petite ville du nord de la France. Il y en a une liste qui s'intitule Union des démocrates musulmans français. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais le parti qui a été fondé en 2012 se définit comme, je cite, écoutez bien, de gauche, anti-impérialiste, anti-sioniste et anticolonialiste. Fin de citation. Alors je pose la question, en quoi le sionisme est un enjeu dans la vie politique à Maubeuge? J'ai mal saisi. En quoi le sionisme est un enjeu à Maubeuge? Vous pouvez m'expliquer? Voilà. Et là-dessus, ça n'a pas fait de pli en France. Il n'y a pas eu d'indignation, il n'y a pas eu de questions, même si personne n'est dupe, bien sûr, chacun a compris de quoi il s'agit. Alors cet antisémitisme français qu'on a voulu, d'origine maghrébine, arabo-musulmane et maghrébine, qu'on a voulu nier en France, on l'a vu lors des derniers procès, comme celui d'Abdelkader Mera, le frère de Mohamed, le tueur de Toulouse. Au procès d'Abdelkader Mera, le témoin Abdelghani, le frère d'Abdelkader et de Mohamed, qui a quitté sa famille et qui a dénoncé cet antisémitisme, il est venu dire à la barre, avec beaucoup de courage, ce qu'il en était dans sa famille. L'antisémitisme, c'est dans ces familles-là, dans ces cités-là, dans ces banlieues-là, un code culturel d'intégration. C'est-à-dire que si on veut intégrer dans ces milieux qui sont fondamentalement très anti-français souvent, on a besoin d'épouser les codes de l'antisémitisme. Prenez l'exemple des assassins d'Ilan Halimi. Il n'y avait pas que des Maghrébins, il y avait des Noirs, il y avait des descendants de Portugais, il y avait des petits Blancs français. Ils avaient tous épousé les codes de l'antisémitisme pour voir en Ilan Halimi le sale juif qui avait de l'argent. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme, c'est la clé de l'intégration quand on veut pénétrer ces milieux. Quand on n'est pas anti-juif, on ne peut pas être intégré dans ces milieux. C'est ce que je veux dire par un code culturel. Et là-dessus, les témoignages sont nombreux. Le rabbin Michel Sarfati, l'Amitié judéo-musulmane de France, a jeté l'éponge. Et il a dit, dans la Croix, en février 2018, le juif, dans certains de ces milieux, c'est le diable. C'est lui qui parle. Le juif, c'est le diable. Et cet antisémitisme est confirmé par l'équipe de Bernard Rougier, qui a publié l'année dernière « Les territoires conquis de l'islamisme ». Je termine en disant ce point, en disant que cet antisémitisme n'est pas que français, bien sûr, c'est une obsession européenne. Le sociologue allemand Gunther Gickeli a fait une enquête sur toute la jeunesse musulmane en Europe. Il a passé 2-3 ans, il est venu à Paris, d'ailleurs je l'ai rencontré à Paris. Il a fait une enquête remarquable qui est publiée en allemand et en anglais, dans laquelle il dit clairement que l'antisémitisme habite une très grande partie de la jeunesse musulmane européenne. Bon, alors, cet antisémitisme est violent, on le sait. Je suis inculpé pour avoir dit quelque chose de très anodin sur cet antisémitisme sur le fond, alors que des propos extrêmement violents tenus par des Français d'origine maghrébine au même moment ne sont pas poursuivis par la justice. Je donne 2 exemples très brefs. Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, partie des indigènes de la République. Le 8 décembre 2018, elle tient une conférence publique. Il faut combattre, dit-elle, l'islamophobie et le philosémitisme. De mon point de vue, cela nous permettra d'être plus forts contre le racisme et plus forts contre le sionisme. Fin de citation. Vous avez bien entendu, il faut combattre le philosémitisme. Deuxième exemple, Mehdi Meklat. Mehdi Meklat, un poète, paraît-il, le Rimbaud maghrébin, jeune, auquel France Inter déroule le tapis d'honneur. Il est invité, mais il tient par ailleurs un blog sous un pseudonyme éventé que tout le monde connaît, Marcelin Deschamps. Tout le monde sait que Marcelin Deschamps, c'est Mehdi Meklat. Il y écrit des horreurs abominables, des horreurs en plus ordurières sur énormément de gens, évidemment fondamentalement antisémites. Rien. Aucune poursuite judiciaire. Aucun mea culpa de France Inter. Il y a même mieux. Il y a un journaliste, Claude Askolovitch, qui, lui, va s'en prendre à ceux qui dénoncent Mehdi Meklat en disant « Regardez la fachosphère, ils se réjouissent, ils ont enfin un coupable. » Au lieu de s'en prendre à Mehdi Meklat, il s'en prend à ceux qui le dénoncent. C'est ça le climat de terrorisme intellectuel dont je parlais tout à l'heure. Alors, de là, ça m'amène à parler du déni qui est une véritable passion française dans la France d'aujourd'hui. Et c'est ça qui désespère profondément l'opinion française et qui fait que les candidats extrémistes, ou ceux qu'on considère comme extrémistes, font des scores impressionnants dans les intentions de vote. Le déni du réel dans la société française, j'en donnerai un seul exemple. C'est Jean Quatremer, journaliste à Libération, il est correspondant à Bruxelles. Il est invité à une émission d'Arte qui s'appelle 28 minutes.
On est en janvier 2016, on est donc 2 mois après le Bataclan, et on est 2 semaines après que des femmes allemandes aient été importunées, agressées sexuellement et certaines violées par un grand nombre de migrants qui sont entrés en masse en Europe. Vous connaissez la politique de Merkel, etc. Bon. Et ce journaliste de Libération, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La parole s'est libérée parce qu'il y a eu le choc du Bataclan. Et ce qui s'est passé en Allemagne, il témoigne sur le changement de prénom des agresseurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque, au journal, on avait affaire à un cas de tournante, c'est le viol dans les cités, viol collectif. Eh bien, voici ce qu'il disait. Pour nous, à la rédaction, on écrivait que c'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel et des Maurice. Sauf qu'en réalité, c'était des Mohamed, des Rachid et des Ahmed. Il le dit à l'antenne. Il ne l'a jamais nié. Je l'ai cité dans ce livre et ailleurs. Il n'a jamais récusé mes propos. Moi et d'autres, on l'a cité, je ne suis pas le seul. Il l'a dit, tout le monde peut le revisionner. C'est le 15 janvier 2016, Arte, 28 minutes. Ça peut se retrouver sur YouTube. Bon. Eh bien, cette fracture politique, c'est donc aussi une fracture médiatique. La preuve, Jean Quatremer. Fracture médiatique, je vais vous donner un seul exemple, ou plutôt 2 exemples très rapides parce que le temps passe. L'heure tourne, je veux dire. Il y a 30 ans, quand on posait la question de savoir quelle était la catégorie qui inspirait le plus de méfiance aux Français, c'était la catégorie de la classe politique. Depuis 20 ans à peu près, c'est la classe politique et la classe médiatique. Il y a une défiance totale envers la classe médiatique, qui fait d'ailleurs que les réseaux sociaux ont un succès énorme, et parfois pour le pire et le meilleur, mais souvent pour le pire. Hein. Bon. Je vais donner un exemple simple. Au mois d'avril 2002, il y a les élections présidentielles, vous savez, celles qui sont terminées par le duel Chirac-Le Pen. Bon, on a fait un sondage auprès des écoles des journalistes en poste, un sondage évidemment bulletin secret. Au premier tour de l'élection présidentielle, on a voulu savoir pour qui ils votaient. Encore une fois, secrètement. 63% d'intention de vote pour la gauche. Or, souvenez-vous, la gauche était balayée avec Lionel Jospin. 6% pour le centre et la droite, 0% pour le Front National. Or, le Front National a eu 18% et est au 2e tour. Donc, ça ne correspond pas du tout à la photo de la société française. Deuxième exemple, que j'ai vécu moi-même, ici en Israël, j'accompagne pour le CRIF l'école de journalisme de Lille, la promotion de dernière année. Le CRIF voulait leur faire connaître la réalité israélienne et j'étais chargé de faire 2 conférences sur le sionisme et sur les juifs du monde arabe. Je suis resté 3 jours avec eux, j'en ai connu plusieurs, j'ai parlé avec eux, et je me souviens de la discussion de la dernière nuit avec 3 d'entre eux, qui se sont assurés d'abord que tous les autres étaient partis se coucher, qui ont fermé la porte de la salle, qui ont dit « c'est irrespirable l'atmosphère, c'est totalement gauchiste ». Nous, qui sommes plutôt de droite, c'est-à-dire chiraciens et autres, à l'époque, on est en 2012, on n'a pas droit à la parole, et on se tait. On se tait, sinon on est complètement ostracisé, on ne dit rien. C'était ça l'atmosphère. Bon. Alors tout ça m'amène à dire qu'il y a effectivement une difficulté de voir et de nommer en France. Cette difficulté de voir et de nommer, elle est banale. Enfin, c'est pas propre à la France, c'est pas propre à notre époque, c'est propre au psychisme humain, qui est qu'on a besoin de conforter nos certitudes, qu'on déploie souvent, comme le disait le romancier américain Saul Bellow, on déploie des trésors d'intelligence pour ne pas comprendre. Je vais donner quelques exemples. 2 exemples d'avant-guerre et 2 exemples de la guerre d'Algérie. Avant-guerre, dans l'opinion française, on est 1935, 36, 37, 38, juste avant la guerre, on était convaincus qu'on avait une Allemagne, je ne parle pas du parti nazi, qu'on avait une opinion allemande profondément pacifiste. Pourquoi ? Parce que le romancier allemand Erich Maria Remarque avait publié à l'Ouest rien de nouveau en 1930, qui était un succès mondial, d'abord allemand, mais un succès mondial. C'était tellement puissant que ça avait obscurci l'entendement et qu'on avait conclu que l'Allemagne était profondément pacifiste. Or, quand on étudie la littérature de guerre entre 1919 et 1939 en Allemagne, on s'aperçoit que les livres de guerre, de souvenirs de guerre, représentent 27 best-sellers. Il y a eu 27 livres qui se sont énormément vendus. Sur les 27 best-sellers, il y en a 23 qui sont profondément guerriers, revanchards et nationalistes, et 4 qui sont pacifistes. 4, dont à l'Ouest rien de nouveau. Deuxième exemple, l'optimisme qui aveugle et qui obère toute lucidité. C'est le rabbin français Maurice Libert. En juillet 1930, le rabbin français Maurice Libert déclare « Judaïsme a cessé de vivre dangereusement.
il est remonté à l'air libre et il a pris une place régulière dans la société moderne. Fin de citation. Bon, ce manque de lucidité, ce serait vraiment cruel de s'en moquer, c'est simplement pour dire qu'au moment où il veut tellement, il se pénètre tellement de l'idée que l'avenir enfin sera meilleur, qu'il en perd finalement toute lucidité. Deuxième exemple, c'est sur la guerre d'Algérie. Comment la gauche, qui a soutenu les nationalistes algériens, comment la gauche n'a pas vu que les racines du nationalisme algérien étaient profondément islamiques? Jean Birnbaum a consacré un livre là-dessus il y a quelques années, qui est un bon livre, Un silence religieux. Et il a montré que toute la gauche avait échoué là-dessus. Et qu'à la fin de leur vie, un homme comme Pierre Vidal-Naquet, et puis un deuxième, j'ai oublié le nom, avaient reconnu leur erreur. Ils n'avaient pas vu qu'en réalité, les racines du nationalisme algérien étaient profondément islamiques, et que El Moudjahid, l'organe du FLN, ça veut dire pas le combattant, mais le combattant du djihad. C'est pas n'importe quel combattant. Bon. Deuxième exemple de cécité, la cécité de cette même gauche sur l'exil des Juifs d'Algérie. Enfin, d'abord sur l'exil des Pieds Noirs, ce sont des déracinés. Dire que Camus ou la mère de Camus qui faisait des ménages était une femme colon, mais ça n'a pas de sens. Qui exploitait-elle, la mère d'Albert Camus? La pauvreté dans laquelle il a vécu et qu'il raconte. Bon. Mais les Juifs, eux, ce ne sont même pas des Pieds Noirs, ils sont là avant l'avènement de l'islam. Or, ils sont chassés, puisque les Juifs français par le décret Crémieux s'en vont évidemment, et s'en vont parce qu'ils ont peur aussi, parce qu'ils ne peuvent plus rester dans une Algérie algérienne qui massacre. Tout le monde a oublié l'attentat contre la grande synagogue d'Alger, par exemple. Et donc, du coup, cette cécité de la gauche, elle est particulièrement criante sur certains événements que j'ai passés en revue. Le massacre du 5 juillet à Oran, 1962, le massacre des Harkis abandonnés, silence. L'oppression de la culture berbère, qui a duré des années dans les années 60, silence. Le code de la nationalité de 1963 dans l'Algérie, silence. Que dit le code de la nationalité de 63? Il dit que ne pourra être algérien que celui qui a 3 grands-parents musulmans. Alors, et les Juifs qui sont restés en Algérie, car il y en a qui sont restés, et qui sont là de toute éternité, ils n'ont pas 3 grands-parents musulmans à l'évidence, ils ne peuvent pas être algériens? Eh bien non, ils ne peuvent pas être algériens. Et donc, de tout cela, la gauche n'a rien vu. C'est ça aujourd'hui qu'on peut lui reprocher. Et alors, tout cela m'amène à parler, en 4e point, des dérives françaises. Les dérives françaises, c'est premièrement l'antiracisme dévoyé. L'antiracisme, évidemment que c'est une cause importante et noble, mais l'antiracisme dévoyé, c'est un antiracisme qui permet d'oublier le social. C'est-à-dire que l'antiracisme est devenu un prêt-à-penser qui met par exemple en avant le concept d'islamophobie. Mais l'islamophobie, ça n'existe pas. L'islamophobie, c'est simplement le droit au blasphème. Et le droit au blasphème est reconnu en France depuis longtemps et même avant la Révolution. Cet antiracisme réécrit le passé pour travestir le travail de l'historien. Par exemple, il va demander qu'on débaptise les rues Colbert, qu'on ne commémore pas Napoléon. Mais pourquoi? Parce que Napoléon a rétabli l'esclavage, parce que Colbert, c'est l'auteur du Code noir, etc. Mais l'histoire française, il faut la prendre telle qu'elle est. Est-ce que nous, Juifs, en France, nous avons demandé qu'on débaptise les rues Baudelaire? Baudelaire était un antisémite patenté, acharné. On ne l'a pas demandé. Et toute la littérature française, à quelques exceptions près au XIXe siècle, est gangrenée par l'antisémitisme. On n'a rien dit. Est-ce qu'on a dit quelque chose pour le lycée Voltaire, alors que Voltaire déteste les Juifs? Non, on n'a rien dit. Le boulevard Voltaire à Paris, on n'a rien dit. Parce que l'histoire française, on l'accepte. C'est ça le dévoiement de l'antiracisme, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait de pouvoir enterrer le conflit social au bénéfice de l'affrontement ethnique. C'est-à-dire qu'on va créer une catégorie qui s'appelle les racisés. Et qu'est-ce que c'est que les racisés? C'est les Noirs et les Arabes. Mais en créant les racisés au nom de l'antiracisme, qu'est-ce qu'on fait? On recrée le racisme exactement alors qu'on pensait l'éliminer. Quand on dit « cette réunion ne pourront participer que les racisés », donc les Blancs s'abstenir, qu'est-ce que c'est sinon la réintroduction du racisme alors qu'on prétendait le chasser? Premier point. Le deuxième point, c'est quand on passe sa vie à chasser les discriminations, on oublie que le problème numéro 1 en France, ce n'est pas le problème des discriminations, c'est le problème de l'écrasement des vies du plus grand nombre, de l'écrasement des vies des classes populaires, de l'écrasement des vies des petites classes moyennes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Les gilets jaunes de 2018, ce sont eux les écrasés de la société française. C'est-à-dire qu'on ne voit pas combien, en se polarisant sur le racisme et l'antiracisme, le capitalisme mondialisé
en France, comme en toute l'Europe, a contribué à la croissance du Front National. Pourquoi? Tout simplement parce que ce capitalisme mondialisé a eu besoin d'une mobilité de main-d'œuvre. Il a fait venir, au-delà des frontières, des masses et des masses de main-d'œuvre. Parce qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre bon marché, parce qu'il avait besoin d'une masse de manœuvre sur les salaires, il a fait baisser les salaires en jouant précisément sur le volant du chômage. Vous ne voulez pas le boulot? Il y en a 3 derrière qui attendent. 3, 5, 10, 15. Et on est entré dans le chômage de masse. Ça a déstructuré les classes populaires. Pourquoi? Parce que les classes privilégiées qui ont fait venir ces millions et millions d'immigrés, qui se sont plus ou moins bien intégrés, et parfois mal, tout simplement parce qu'on les a regroupés entre eux souvent. Ça ne veut pas dire qu'on les a seulement regroupés, mais aussi que certains ont voulu se regrouper entre eux. Il y a les deux, c'est très complexe. Les classes populaires, indigènes, françaises, blanches, je ne sais pas comment il faut les appeler, blanches disons, ce sont elles qui ont accueilli les immigrés dans leur quartier. Ce sont donc elles qui ont payé les conséquences des flux migratoires. Mais les classes privilégiées qui les ont fait venir à Neuilly ou ailleurs, elles n'avaient rien à voir avec eux. Elles les ont fait venir. Ça a fait baisser les salaires. Et ça a permis de maintenir des prix bas partout. Regardez, à Paris, vous aurez des restaurants tout à fait abordables. Parce que dans les cuisines sont des tamouls. Ceux qui font la cuisine, des tamouls. Ceux qui font la vaisselle, idem. C'est ce qui permet de payer aux lance-pierres ou parfois de payer des clandestins. Alors là, vous comprimez les salaires, oui, et vous maintenez des prix tout à fait abordables. Les nounous qui garderont les enfants, idem. Donc effectivement, toute une classe a eu intérêt, bien sûr, à faire venir tout ce monde-là, mais qui a payé l'addition? Les classes populaires, et elles seules. Et c'est ce qui explique le vote Front National. Pourquoi tant d'anciens communistes ont voté tout d'un coup Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen? C'était devenu des fascistes du jour au lendemain? Non. C'était des gens qui ont été abandonnés par la gauche, sur le fond. Alors effectivement, il y a un certain nombre de décisions en France sur l'immigration qui sont prises par le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État n'est pas un organisme élu. Ce sont des magistrats, des hauts fonctionnaires qui sont nommés. Selon les conseillers d'État, quand ils prennent des mesures pour bloquer telle ou telle mesure de reconduite à la frontière, donc contre l'immigration de masse, l'immigration de peuplement qui casse les classes populaires françaises et qui casse les salaires, ces conseillers d'État, ils habitent où? Ils habitent Belleville, ils habitent Ménilmontant, ils habitent Drancy, ils habitent Stein, en banlieue parisienne, vous voyez ces quartiers? Ou Drancy ou ailleurs? Non, ils habitent des beaux quartiers. Ce n'est pas dans les quartiers populaires qu'on les trouvera. Donc les conséquences, ils ne les vivront pas. Tandis que les pauvres, les futurs gilets jaunes, ou tout simplement les pauvres de Paris, de la banlieue parisienne, et tous ceux qui vivent dans des cités, ils n'ont pas le choix de vivre là. Ils sont assignés à résidence à cause de leurs revenus. Ce n'est pas le cas des autres. Donc, quand on met en avant constamment le racisme et l'antiracisme, on ne veut pas voir, et ça profite évidemment à une certaine élite, que les vrais problèmes sont ceux de l'écrasement des classes populaires et des petites classes moyennes qui sont en pleine régression sociale. Parce que les salaires ne suivent pas, parce que l'inflation est là, parce que les diplômes n'assurent pas aujourd'hui un emploi, etc., etc. Et donc le ressentiment et la colère et tout ce que vous savez de suite. Bon, tout cela renvoie, je vois que l'heure tourne, tout cela renvoie à d'autres choses que je traite dans le livre, je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais tout ça renvoie, quand je parle de ce gauchisme qui a érigé le racisme et l'antiracisme comme suprême combat, alors que les combats sociaux sont totalement oubliés, c'est pour ça que les classes populaires ne votent plus à gauche. C'est ça le paradoxe. Les classes populaires votent à droite, comme ici d'ailleurs, comme ici, exactement la même. C'est-à-dire la classe, l'établissement ashkénaze, c'est cet établissement bourgeois qui a abandonné l'électorat mizrahi et séfarade. C'est celui-là, sur le fond. Et après, il s'étonne qu'ils aient voté Likoud. Et pour cause. Je ferme la parenthèse israélienne. Je reviens en France. Je vais me faire lyncher. Il y a un terrorisme intellectuel qui est très ancien dans la tradition française et qui remonte probablement à la révolution russe de 1917, qui a créé un clivage idéologique, un conflit idéologique de grande ampleur et qui a nourri le déni de réalité, qui a formaté un discours militant où, dans la vie intellectuelle, avec la grande fracture de 1917, il ne s'agissait plus de dire, comme dans toute vie intellectuelle, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Il s'agissait de dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Mais le bien et le mal, c'est un discours moral. Le vrai et le faux, c'est un discours intellectuel. Et il y a même pire. C'était même pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais est-ce qu'en disant cela, tu ne fais pas le jeu des fascistes? Est-ce qu'en disant cela, tu ne fais pas le jeu de Marine Le Pen? Mais ce n'est pas le problème. À partir du moment, je l'ai souvent répondu, parce qu'on m'a fait cette objection pour les territoires perdus ou d'autres choses, je dis, si Jean-Marie Le Pen dit que le soleil se lève à l'est, je serais d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Il se lève effectivement à l'est, voilà. S'il dit des vérités sociales, je serais d'accord avec lui.
même si je sais très bien quelle perversion se cache derrière le personnage. Bon. Donc il y a tout un dessèchement de la vie de l'esprit qui a été analysé par énormément d'intellectuels avant moi. Pensez à Gide et à son retour de l'URSS. Quand Gide, compagnon de route du communisme, revient de l'URSS en 1936 et il publie son retour de l'URSS, il a cette phrase qui lui vaut d'ailleurs la haine des communistes, qui change de trottoir quand il le rencontre, qui dit « Je n'ai pas connu de pays où le dessèchement de la vie intellectuelle et l'abrutissement généralisé sur le plan intellectuel est pire qu'en Union soviétique, et il dit même pire même qu'en Allemagne nazie. » Il écrit ça en 1937. Donc, ça se traduit comment en France? Ça se traduit par des campagnes d'intimidation intellectuelle. Deux exemples. Sylvain Guggenheim, un historien, publie en 2008 un livre d'historien, médiéviste, Aristote au Mont-Saint-Michel. Il veut montrer comment la science des anciens, grecs et des romains, est passée très largement aussi par les clercs latins et pas seulement par les clercs arabes. Bon, il n'a rien du tout d'un anti-musulman, d'un anti-arabe. Il dit simplement il ne faut pas dévaluer l'apport de l'Occident, d'où Aristote au Mont-Saint-Michel. Il se fait éreinter par un grand nombre d'intellectuels qui parlent d'islamophobie, de racisme anti-arabe, de racisme anti-musulman. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et publié au Seuil, je le rappelle. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'un grand nombre des signataires de la pétition contre lui n'avaient pas lu le livre. Comment le sait-on? Parce qu'ils ont téléphoné après la publication de la pétition, ils ont téléphoné à son éditrice, Laurence de Villers, pour lui demander le livre pour le lire. Un homme extraordinaire. Ils n'ont pas lu le livre et ils ont signé la pétition. Deuxième exemple, la campagne d'intimidation contre l'historien Olivier Pétré-Grenouillot. Pétré-Grenouillot publie un superbe livre chez Gallimard en 2005, Les traites esclavagistes. Et qu'est-ce qu'il dit, Grenouillot, dans les interviews? Pas dans le livre uniquement. Il dit qu'il y a 3 traites, dont la traite arabo-musulmane, qui est beaucoup plus longue que la traite atlantique, parce que la traite atlantique des Européens, elle a été interdite en 1818. Elle a été interdite par les Européens eux-mêmes. Alors que les arabo-musulmans ne l'ont pas interdite d'eux-mêmes, bien sûr. Ça s'est fait sous pression, sous l'ONU. Ils n'ont pas interdit encore. Et oui, en plus. Et immédiatement, il y a eu une campagne d'intimidation contre lui qui fait qu'il a été obligé de changer de résidence, qu'il a été mis sous protection policière pendant 1 an, et qu'on a même demandé un haut lieu qu'il soit exclu de l'université. Bon. On a même vu une femme qui sera plus tard ministre, Christine Taubira, déclarer dans l'Express en 2005 éviter d'insister sur la traite arabo-musulmane pour ne pas accabler les jeunes Français d'origine maghrébine. Ils ont assez de souffrances comme cela pour ne pas alourdir encore le poids de leur vécu. Et ce climat d'intimidation, c'est aussi la condamnation moralisante contre un certain nombre d'intellectuels qui ne sont jamais invités dans les médias, ou quand ils sont invités dans les médias, il y a très vite une levée de bouclier. Je pense à Jean-Claude Michéa, le philosophe. Je pense à Marcel Gauchet. Quand il a ouvert les rendez-vous d'histoire de Blois en 2014, il y a eu une pétition contre lui, qui est venue de ces mêmes milieux pour l'interdire de parole. Heureusement, il a pu parler. Je pense à Pierre-André Taguieff, qui est totalement muselé. Il écrit énormément, il publie presque 2 livres par an. Essayez de lire une recension de ses livres dans Le Monde. Alors que ce sont des livres d'un homme sérieux, qui travaille énormément et qui est un historien rigoureux. Michel Houellebecq, dans son roman Soumission, que dit Laurent Geoffrin quand le livre sort en janvier 2015? Que c'est un livre qui chauffe la place à Marine Le Pen, à Jean-Marie Le Pen, pardon, à cette époque-là, ou à Marine Le Pen, je ne sais plus. Bon, bref. Donc tout ça, ça donne quoi? Tout ça, ça donne, je vais aller beaucoup plus vite pour conclure, tout ça, ça donne un climat de crainte, de peur au quotidien, un climat qui... Le peur au quotidien, je vais donner 2 exemples. Après la mort de Samuel Paty, on a proposé à différents collèges en France de porter le nom de Samuel Paty. Ils ont refusé. Ils ont eu peur des représailles. Bon. Deuxième exemple, dans une enquête réalisée par Ipsos, en France, 49% des enseignants du secondaire affirment s'être déjà autocensurés. 70% des enseignants dans les banlieues populaires affirment la même chose. Effectivement, ils ne veulent plus de conflits. On peut les comprendre, parfaitement les comprendre. Quand vous connaissez les conditions d'enseignement, on les comprend tout à fait. Il ne s'agit pas de les juger. Il s'agit simplement de voir ce qui se passe. Le résultat, c'est que forcément, on a un climat de démission. Par exemple, la lecture publique du livre de Charb, vous savez, le dessinateur Charlie Hebdo, qui a été assassiné. Lettre ouverte aux escrocs d'islamophobie a été déprogrammée dans un grand nombre de spectacles en France, par peur des représailles. Quand on veut dénoncer la dérive meurtrière de l'islam, on a peur au micro et on dit « toutes les religions meurtrières ». Ah bon? Parce que le judaïsme assassine? Parce que le christianisme aujourd'hui assassine? Bon, il y a eu l'acquisition, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a plus d'inquisition. Aujourd'hui, il y a des religions meurtrières? Non, l'islam est une religion meurtrière aujourd'hui.
Oui, pas tous les musulmans et pas l'islam en tant que tel, les courants islamistes, c'est vrai. Enfin, en un mot, le crime vient de là, les meurtres viennent de là. Bon. On a condamné l'antisémitisme, ça, avec grand discours. La France, sans les Juifs, ne sera plus jamais la France. Très bien, au garde à vous, la Marseillaise. Superbe, moment d'émotion, les larmes coulent sur les joues. C'est très beau. Mais on ne nommera pas les antisémites. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nomme les antisémites. Qui, aujourd'hui, propage le climat antisémite en France? Qui? Bien sûr, l'extrême droite. Évidemment, on n'est pas naïf, mais pas que l'extrême droite, disons-le. Et donc, le résultat, c'est qu'on va abandonner progressivement la minorité juive pour avoir la paix sociale. Cette lâcheté, eh bien, elle conduit, évidemment, à la bassesse. Pourquoi la bassesse? Parce qu'à un moment donné, on en veut aux victimes de nous dévoiler tels que nous sommes. Les victimes nous offrent le spectacle permanent de la lâcheté dont nous sommes porteurs. À la fin, on finit par en vouloir aux Juifs de vivre ce qu'ils font, de ce qu'ils vivent, parce que ce qu'ils vivent met en lumière notre propre manque de courage. Tout ça se traduit évidemment par la crainte, la difficulté de parler. Je passe très vite, je n'ai pas le temps. Je voudrais dire un dernier mot sur ce qu'a révélé aussi ce procès. Et tout ça fait partie du livre, bien sûr. Tout ça est développé dans le livre. C'est les fractures de la société juive. Pourquoi société juive? Parce qu'il n'y a pas de communauté juive en tant que telle. Bien sûr, il y a une communauté de destin, mais globalement, il y a plus une société qu'une communauté. Parce que les luttes sociales ne s'arrêtent pas à la limite des synagogues. Elles ne s'arrêtent pas à la limite des communautés juives. Les luttes sociales traversent toutes les communautés juives. Et ça, c'est la première question, d'ailleurs que je développerai en disant, dites-moi honnêtement, est-ce que le résident juif d'un beau quartier parisien, du 7e arrondissement, israélite français au bout des ongles, qu'est-ce qu'il a de commun avec un juif pratiquant de Sarcelles, de Drancy ou de Créteil? Rien. Strictement rien, sur le fond. Et le fait est que le judaïsme religieux et populaire d'Afrique du Nord, c'est lui qui a subi la vague d'antisémitisme en France de plein fouet. Ce n'est pas les Israélites du 7e arrondissement ni du 8e arrondissement. Cela parle de loin. Je vais raconter une anecdote simple. Un jour, au mémorial de la Shoah, on m'invitait chaque mois de juillet pour parler de la politique éditoriale. Et dans les années avant les territoires perdus, 97-98, quand on m'a donné la parole, j'ai dit, vous savez, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, devant tout l'état-major du mémorial, c'est l'antisémitisme de la jeunesse maghrébine. Mais écoutez poliment, un esprit un peu dérangé, celui-là, un peu ce qu'on pensait, et je vois le principal responsable de la réunion qui dit, bon, s'ils relèvent la tête, on leur tapera dessus, c'est tout. C'est tout, 1997. J'ai rien dit, bien sûr, j'étais là en position de invité auquel on avait accordé un strapontin. C'était déjà ça. Donc je n'ai rien dit, j'ai simplement pensé bande d'abrutis. Bon. Vous connaissez la suite. Deuxième point, pourquoi cette affaire a-t-elle eu un tel impact dans la communauté société juive? Je dirais communauté pour aller plus vite. Bon. Parce qu'elle a eu un impact important. Les Juifs de France sont énormément mobilisés. Je l'ai vu quand je suis allé en province, à droite, à gauche. J'ai parfois été perçu comme le porte-parole. J'étais porte-parole de rien. Moi, j'avais rien demandé. Je suis un historien, je fais mon travail d'historien. Je ne cherche pas les caméras ni les micros. Ça m'indiffère totalement sur le fond. Bon. Mais je voyais le désarroi, je voyais la peur. Je voyais des gens qui disaient « Mais qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Je me souviens, en mai 2018, la synagogue de Sarcelles, où j'avais été invité à parler de la société, du présent, précisément, parce qu'on venait de publier Une France soumise, où là, j'ai carrément été exfiltré de la voiture pour entrer dans la synagogue, où il y avait les gens du SPCJ, les jeunes du SPCJ qui gardaient le périmètre, et il y avait 8 gendarmes, 2 par 2 lourdement armés avec gilets pare-balles. Je me dis, mais on est dans quel pays? On est où? Et je me souviens de ce public vieillissant, qui avait peur, qui était atone, qui était profondément déprimé, et dont la seule question était, faut-il partir? C'était ça la question qui revenait constamment. Faut-il partir? Et pour certains d'entre eux, oui, il fallait partir, mais quand? C'était tout. Bon. Dans cette affaire, ce que cette affaire a montré, c'est quelque chose de très banal dans la société juive de France. C'est l'attitude d'une partie des élites qui était exactement conforme à ce qu'elle a été au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de l'affaire Isidore Cahen en 1849. C'est-à-dire qu'une partie des élites, pas toutes, c'est vrai, je pense au frère Reynac au moment de l'affaire Dreyfus, à Bernard Lazare,
une partie des élites sont restées silencieuses tout du long de l'affaire. Elles n'ont pas parlé. Léon Blum a témoigné là-dessus, sur le silence qui prévalait. Eh bien, il s'est plus ou moins passé la même chose pour moi de la part de certaines élites. Attention, pas toutes, certaines élites. Et ce silence, ce n'est pas seulement le silence me concernant. Ça a été, par exemple, quand Sarah Halimi est assassinée, le silence qui a entouré l'assassinat de Sarah Halimi pendant plusieurs semaines. Sarah Halimi est assassinée le 4 avril 17. Le 30 avril, voilà que le candidat Emmanuel Macron visite le mémorial de la Shoah. Il est entouré par tous les notables du judaïsme français. Bon, les gens du mémorial, bien sûr, et puis comme tous ceux qui veulent sur la photo, l'armée mexicaine habituelle, ils se précipitent pour être autour de Macron, le candidat. Pas un n'a le courage d'interroger le candidat sur l'assassinat de Sarah Halimi. Pas un lui pose une question, pas un. C'est lui, le candidat devenu président, qui aura le courage de parler de Sarah Halimi au discours du Veldiv de juillet 2017, en disant clairement que c'est un meurtre antisémite, un assassinat antisémite. Donc, ça c'est le premier point. J'ajoute également qu'au moment où nous avons publié Les territoires perdus de la République, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui représente le véritable trésor de la communauté française, c'est elle qui distribue les millions d'euros chaque année, m'a convoqué, c'est vraiment le mot qui convient, pour m'interroger sur les territoires perdus de la République. En fait, si vous voulez savoir si ce livre n'était pas le livre d'une poignée de délirants, si nous avions vraiment la tête sur les épaules. J'essayais de leur démontrer que c'est pas avec des enseignants, etc. Bref, ils n'ont pas eu confiance du tout dans ce livre, alors que le CRIF, lui, a eu confiance. Et Roger Kuckerman, qui faisait le CRIF à l'époque, a acheté le livre en très grande quantité, 600 ou 700 exemplaires. Il l'a distribué à tous les invités de dîner du CRIF de 2003 ou 2004, je ne sais plus. Bref, eux ont commandé une autre enquête à un sociologue, un vrai sociologue, lui, Michel Viviorca, sur l'antisémitisme en France, lequel a terminé par le robinet d'eau tiède habituel, en disant que oui, peut-être, etc., mais qu'il fallait nuancer, qu'il y avait aussi un certain nombre d'attitudes juives qui pouvaient expliquer ceci ou cela. Bref. J'en reviens à mon affaire proprement dite. Dans mon affaire, qui a duré 4 ans tout de même, jusqu'en 2019, dans mon affaire, le mémorial va mettre en avant son devoir de neutralité. C'est effectivement la ligne politique du mémorial dans la vie politique française, et a raison d'ailleurs, depuis 1945. Et ils ont raison, parce qu'ils n'ont pas à se mêler des luttes politiques françaises, ils sont là pour défendre la mémoire de la Shoah. Bon. Remarquez bien qu'ils ne sont pas tout à fait neutres parce qu'ils sont toujours refusés à accueillir Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Donc ils prennent position. Il y a une contradiction là tout de même. Bon, mais laissons passer la contradiction. Mais dans mon affaire, parler de devoir de neutralité, quand je suis traîné en justice pour avoir dénoncé l'antisémitisme qui frappe et qui tue en France et qui a tué 16 fois en France, alors que l'une des missions du mémorial, ils le disent tous les jours, c'est de combattre l'antisémitisme et pas seulement de défendre la mémoire de la Shoah, là ça pose un problème. Quel problème ? Ça pose le problème de la présidence du mémorial. Qui sont ces gens qui sont à la tête de cette présidence ? Les notables israélites français du XIXe siècle. La grande bourgeoisie financière. Pourquoi ? Comment ? C'est tout, je pose la question. Devant laquelle tous sont couchés. Tous. Bon. C'est une réalité sociale qui est complètement coupée du pays, qui ne connaît pas le pays. Je vous ai raconté tout à l'heure l'incident. Elle ne connaît pas le pays. Elle est dans un périmètre qui ne sort pas du 8e arrondissement. Bon, ça c'est le premier point. C'est une étroite oligarchie et ça pose problème pour l'avenir parce que si la mémoire du génocide continue à être liée à cette oligarchie-là, alors il y a un risque dans le grand public qu'on finisse par lier le souvenir de la Shoah à cette caste de nantis qui n'ont rien à voir avec le judaïsme français, du moins avec le judaïsme populaire français, avec le cœur du judaïsme français. Ça, c'est le milieu israélite du 19e siècle. Donc ça pose aussi une autre question. À quoi sert le mémorial si, en pleine vague antisémite, le mémorial continue à parler de devoir de neutralité ? Il est clair qu'il ne peut plus garder le devoir de neutralité face à la vague antisémite, qu'il doit prendre position. Or, je suis poursuivi pour avoir dénoncé l'antisémitisme arabo-musulman et il n'y a aucun mot de soutien, ni public ni privé du mémorial. Pas un mot de soutien. Certes, juste avant le procès, je reçois un mail me proposant de payer mes frais d'avocat. Je refuse. Pourquoi ? Parce que ce que je voulais, c'était un soutien public du mémorial. Je ne voulais pas de leur argent. Car je savais très bien que leur argent servirait demain à les dédouaner. Vous voyez qu'on l'a aidé. On lui a proposé de payer ses frais d'avocat. Ce type de tartufferie, j'en voulais pas. Le soutien public n'est jamais venu. Certes, j'aurais pu avoir un soutien privé, discret, un mail, le lendemain de la relaxe, en mars 2017.
du président, du vice-président, du directeur, même lui. Personne. Après la relaxe en appel, personne. Jamais, à aucun moment. Et donc, quelle est la finalité de cette institution quand le silence est gardé durant 3 ans sur cette affaire? Et quand, finalement, me mettant à la porte en arguant d'un pseudo-départ en retraite obligatoire, en réalité, il ne voulait pas renouveler mon contrat, finalement, on donne victoire à mes accusateurs. Pourquoi? Parce que, comme l'écrit un journaliste qui appartient à ce bullshit culturel dont j'ai parlé, Dominique Vidal, grand journaliste au monde diplomatique pendant longtemps, et antisioniste patenté, anti-israélien acharné. Dominique Vidal écrit dans un livre récent publié en 2020 à La Découverte, le mémorial a, lui, décidé de se passer des services de Georges Bensoussan. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mémorial a décidé de se passer de mes services, ça sonne comme une accusation de racisme. Le mémorial étant expert en matière de racisme, en me mettant à la porte, il confirme mon supposé racisme, il donne raison à des gens auxquels la justice a donné tort à 3 reprises. On peut donc féliciter la direction du mémorial. Et ça se termine comment? Dans le déshonneur par le fait d'un directeur du mémorial dont le vrai scandale est qu'il reste à cette place malgré la gabegie, malgré les comportements de voyous dont il est coutumier depuis des années et qui ont été dénoncés dans Mediapart en 2019. Ce directeur du mémorial doit partir. C'est un impératif. C'est une honte pour la communauté juive française que ce monsieur Frege reste à la tête du mémorial. Que se passe-t-il? Il se passe que le 29 juin 2017, il m'annonce 1 heure avant la fermeture des bureaux que je dois évacuer le bureau qu'il m'avait promis de garder jusqu'au 15 septembre. Pourquoi? Parce que mon contrat se termine le 30 juin. Mais j'ai sa lettre dans laquelle il me garantit le bureau jusqu'au 15 septembre. Pourquoi? Pas pour mes beaux yeux, simplement parce que j'ai un certain nombre de travaux à finir. Vous savez que l'édition, je suis responsable éditorial, ça ne se termine pas du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de livres que je devais finir, un certain nombre de numéros de revue. Du jour au lendemain, il me dit, tu dois partir. J'ai 1 heure pour liquider un bureau où il y a 26 ans de travail et de souvenirs. Donc, qu'est-ce que je fais le lundi matin? Je viens à mon bureau, il y a un vigile qui est là. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Je ne peux pas vous laisser entrer. Et il a les larmes aux yeux. Le vigile, c'est un ami. C'est un noir d'Afrique, un Ivoirien avec lequel j'avais noué une relation d'amitié. Il m'a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Si je savais qu'on m'avait fait faire ce travail aujourd'hui, je me serais fait porter malade. C'est dégueulasse. Je ne peux pas vous laisser entrer, sinon je perds mon poste. Ça a duré 3 heures. 3 heures. Intervention des avocats. Et à la fin, on me laisse revenir sous présence du directeur financier le jeudi suivant, 3 jours plus tard, et je liquide ce qui reste dans mon bureau en 3 heures. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que le directeur financier tient absolument à être présent. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends tout d'un coup pourquoi. Dans le week-end, ils avaient changé les serrures. Et là, quand j'ai raconté cela à des amis, on m'a dit « oui, c'est comme ça que ça se passe dans les grandes entreprises américaines, européennes ». Et je leur réponds « le mémorial est une entreprise ? Le mémorial, une entreprise qui fonctionne selon les normes capitalistes habituelles ? C'est ça le fonctionnement du directeur ? C'est ça le personnage qui est adoubé par la communauté juive ? Parce que sans la protection du président et du vice-président, il ne serait pas à cette place-là. Je vais terminer pour dire que, pour comprendre tout ce qui s'est passé, je dirais que cette politique de la mémoire de la Shoah est une politique frappante de myopie parce que ça vire au rituel, ça vire à la routine, si vous voulez. Ça vire à l'illusion qu'avec un bon enseignement de la Shoah, on endigra l'antisémitisme. Or, vous voyez la France, l'enseignement de la Shoah est bien fait en France, très bien fait. Et l'antisémitisme se porte au mieux, puisque nous sommes le seul pays où des Juifs ont été assassinés en tant que tels depuis 1945. Bon. Sans compter que ce devoir de mémoire, quand il n'est pas réfléchi, risque d'alimenter la concurrence sociale, la concurrence mémorielle. Sans compter qu'on ne peut pas non plus continuer à présenter constamment le Juif comme une victime. On ne peut pas présenter toujours le Juif comme un faible. Dans une société violente, finalement, le judaïsme va être vu comme la religion des faibles, et les Juifs comme des victimes par essence. Autrement dit, c'est comme si on préparait la persécution de demain, mais finalement les Juifs sont habitués à souffrir, puisqu'ils ont tellement souffert, et même mieux,
Si on les a tellement persécutés, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc, ce devoir de mémoire, quand il n'est pas politique, quand il n'est pas enseigné politiquement, quand il est enseigné sur le mode de la compassion, risque d'aboutir à des dérives graves sur le fond. Bon. Je passe évidemment sur encore bien d'autres sujets. Je dirais simplement que ce que cette affaire a révélé, mais on n'avait pas besoin de cette affaire pour ça, c'est que pour les Juifs de France, ça a réveillé une solitude terrible. Et moi, c'est ce que j'ai perçu dans les interventions en province avant ce livre, hein, en 2016, 2017, 2018, 2019. Pourquoi ? Parce que, indéniablement, le climat français n'est pas bon, pas seulement pour les Juifs d'ailleurs, mais il n'est pas bon en règle générale, le climat français. Mais en matière d'antisémitisme, on peut dire que cet antisémitisme est réveillé aujourd'hui, d'abord parce que ça réveille la dette ancienne de l'origine, et ça, on revient toujours sur le problème du judaïsme comme religion première, comme foi première par rapport au christianisme, à l'islam, et ça réveille le sentiment de culpabilité post-Shoah. C'est quelque chose de central qu'on a tendance à sous-estimer. On en voudra toujours aux Juifs d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. Et sur le fond, la mémoire de la Shoah peut demain se retourner contre eux. Et elle se retourne d'ailleurs désormais contre eux. Premier point. Deuxième point, c'est une affaire qui a mis l'accent, comme d'autres, sur la réprobation de l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce que l'État d'Israël apparaît comme un impensable. C'est un impensé. Voilà un État-nation qui est une société multiethnique. Il y a des Juifs de toutes les couleurs dans la rue, mais ce n'est pas une société multiculturelle. C'est une société où, globalement, il y a une assise culturelle dominante où chacun se reconnaît. Chacun se reconnaît dans les symboles juifs, dans l'histoire juive, dans la Hatikva, dans le Yom HaShoah, dans le Yom HaZikaron, dans le Yom HaAtzmaut, etc. Bon. Donc on peut faire du multiethnisme sans faire du multiculturel. Et c'est un État qui cristallise la haine parce qu'il représente un impensable, un signe juif victorieux. Et sur la terre des origines, c'est quelque chose d'inimaginable pour le christianisme, d'inimaginable pour l'islam aussi, mais pour d'autres raisons. C'est une affaire, troisièmement, qui révèle le poids grandissant des populations musulmanes en Europe. Or, les Juifs aujourd'hui en Europe, c'est combien ? C'est 9% du judaïsme mondial. Avant la guerre, 65%. Et enfin, le résultat, c'est qu'au bout du compte, sans invoquer l'antisémitisme, on va inviter les Juifs demain à se faire plus discrets. C'est d'ailleurs déjà ce qu'on leur dit de faire. On leur demande de se faire plus discrets, on les sacrifie sur l'autel du vivre ensemble, on évite de prononcer le mot juif parce que c'est un mot clivant, lui aussi. Et je pense à cette anecdote de cet historien du fils d'Adam Reisky, qui était l'un des responsables de la MOI, de la main-d'œuvre immigrée en France, la milice du Parti communiste pendant la Résistance. J'ai oublié le prénom de son fils. Bref, Benoît Reisky, merci. Benoît Reisky publie en 2014, pour l'anniversaire de l'Affiche Rouge, bon, c'est la MOI, un livre, Souvenir. Une professeure de lycée professionnel de la banlieue sud-ouest de Paris, la région parisienne, l'invite pour parler de l'Affiche Rouge, donc de la résistance communiste et entre autres de la résistance immigrée. Mais en vrai, il y avait quand même beaucoup de Juifs dans cette résistance immigrée. Elle l'attend sur le seuil de l'établissement. Benoît Reisky arrive, il lui dit bonjour. Ah, je suis très content que vous soyez venu, monsieur Reisky, très bien. Et puis dans le couloir, il lui dit bon, écoutez, pour l'Affiche Rouge, c'est pas la peine de dire qu'ils étaient juifs. Hein. Vous n'avez qu'à dire qu'ils étaient étrangers. Benoît Reisky a fait demi-tour et il est rentré chez lui. C'est ça, quand je dis l'appel à se faire plus discret. Et ça sera le mot de la fin, ça a lieu malgré les grandes proclamations qui sont très émouvantes de Manuel Valls, la France sans les Juifs, etc. Ça a lieu sur un fond d'indifférence qui choque profondément les Juifs de France. Décembre 2017, la Fondation du judaïsme français lance une enquête par l'Institut Ipsos. Que ressentez-vous à l'idée que les Juifs quittent le territoire, que les Français juifs quittent le territoire national ? 62% répondent ni bon ni mauvais. Ça s'appelle en français l'indifférence. Voilà, merci pour votre patience. On t'écouterait encore pendant 3 heures. D'abord, il faudrait quelques questions. On va poser quelques questions. Il est 9h moins 10. À 9h15, on arrête. Parce qu'on doit descendre, on doit retourner à Tel Aviv et c'est un peu long. Une petite seconde. Ensuite, on mettra en vente les 5 derniers livres. Il n'y en a que 5. 120 shekels. Il y en a, je vois, 1, 2, 20. C'est tout vendu. C'est vendu.
Ok. Je voudrais profiter du micro pour poser une ou deux questions à Georges. La première, en lisant le livre de Georges, L'exil français, et surtout quand j'ai lu le prologue, je lui ai dit j'étais retourné. Non, l'épilogue, pardon. L'épilogue. L'épilogue, j'étais complètement retourné. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui est déchiré, qui est déçu par cette France qu'il a aimée, qu'il a habitée, qu'il a adorée. Et la question que je me suis posée, en écoutant Georges, en écoutant, je vais le dire, Zemmour, en écoutant Onfray, en écoutant Finkielkraut, est-ce que quelque part, on n'a pas un peu idéalisé la France? Est-ce que nous, qui avons vécu au Maroc, en Algérie, en Tunisie et ailleurs, on n'a pas un peu trop idéalisé la France et on a mis un petit peu la poussière sur le tapis, sachant qu'il y a beaucoup d'antisémitisme en France, il y en a toujours eu, qu'il y a eu beaucoup de déni, beaucoup de mépris, etc. Donc est-ce qu'on n'a pas trop idéalisé la France? Et la deuxième demi-question que je voudrais poser à Georges, c'est une question que j'ai posée plusieurs fois, y compris à Finkielkraut, etc. Comment faire dans une société démocratique? Comment une société démocratique peut se défendre contre une partie de sa population qui veut en changer l'identité? Comment faire démocratiquement pour lutter contre cette partie de la société? Voilà mes deux questions. Je ne sais pas si tu veux encore une autre question avant de répondre. Oui, le public, oui. Il faut venir ici parce que je n'ai pas le micro. Non, je parlerai suffisamment il faut que tout le monde clairement. écoute. Deux courtes questions. La première, permettez-moi simplement de dire que je suis étonné, après ce que vous avez dit, d'entendre très souvent tous mes amis origines d'Afrique du Nord dire « Ah, mais quelle vie nous avions en Afrique du Nord, au Maroc. Avec nos amis arabes, c'était un paradis. » Et je suis entouré de ces remarques qui, semble-t-il, ne correspondent pas à la réalité. Mais je suis surpris par cette... D'accord, deuxième question. Et deuxième question. Vous avez parlé, vous avez mis en exergue l'importance de la justice extrême aujourd'hui, l'importance des médias extrêmes aujourd'hui. En fait, vous avez décrit une situation de dictature et de terrorisme. Et nous vivons dans ce genre nous vivons aujourd'hui en dictature et en terrorisme. Nous ne sommes plus libres. Alors, que faire? Je n'en sais rien, mais si vous avez quelque chose à suggérer, ce serait le bienvenu. Tu veux répondre déjà Oui, je vais répondre rapidement. Alors, je réponds rapidement. Ça ne veut pas dire que je peux répondre à tout ça, mais je réponds rapidement parce qu'on a peu de temps, pour laisser donc plus de temps aux questions. Dans l'ordre, est-ce qu'on a trop idéalisé la France? Je dirais qu'il y a une très belle France. Il ne faut pas récuser comme ça la France trop rapidement. Il y a une très belle France, une France remarquable, une France résistante, une France courageuse, une France ouverte. Ça existe et elle est nombreuse. Elle n'a pas forcément voix au chapitre, mais elle existe et c'est une belle France, vraiment. C'est vraiment un beau pays sur ce plan-là. Mais peut-être qu'effectivement, ce qui a permis une trop grande idéalisation, c'est qu'on a été rapidement oublieux d'un certain passé français qui est puissant. Et on a été oublieux, non pas de notre faute, mais parce que l'histoire française elle-même, à partir de 1945, a fait silence sur ce qui s'était passé. Et le mythe gaullien a voulu voir dans la France un pays résistant. Or que vous le savez, c'était ni un pays résistant, ni un pays fondamentalement collabo, c'était un pays d'attentistes, de gens qui vivaient au jour le jour, d'abord essayaient de survivre, essayaient de manger, mais qui se sont engagés ni ici, ni là, finalement. Bon. Et De Gaulle le savait très bien, mais il avait besoin de fortifier ce mythe du résistentialisme français. Donc, et ça, on a oublié la force de l'indifférence, puis on a oublié aussi la force des courants antisémites français tout au long de la fin du 19e et de la première moitié du 20e. Ça, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais encore une fois, la France n'est pas monolithique.
Troisième question, après je reviens à la société démocratique. La vie en Afrique du Nord, un paradis, oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça c'est vrai, mais il faut simplement se poser la question de savoir oui, qui parle et de quelle époque parle-t-il. Alors, effectivement, pour par exemple les couches dominantes en Afrique du Nord, les couches juives dominantes, qui avaient un bon niveau de vie, qui avaient des domestiques, etc., la vie était facile, la vie était heureuse, et il pouvait y avoir de bonnes relations avec la bourgeoisie musulmane, c'est tout à fait juste, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, par exemple, de ceux qui habitaient encore les Mellahs. Ceux-là n'ont absolument pas de bons souvenirs. Demandez à tous ceux qui habitaient le Mellah de Marrakech, de Fès ou le Mellah de Tunis, la famille de Mémy, Albert Mémy lui-même d'ailleurs, il disait exactement cela. Il n'avait aucun souvenir heureux de la cohabitation avec les Arabes. Absolument pas. Mais du côté de la bourgeoisie, oui. Mais enfin, du côté de la bourgeoisie, on ne fréquentait pas forcément les Arabes, puisqu'on était dans la ville européenne, et les Arabes, on en voyait surtout sous la forme de domestiques. Le deuxième point, c'est aussi que un certain nombre de ces gens sont partis jeunes de ces pays-là, et dans la nostalgie de cette vie rêvée avec les Arabes, il y a aussi la nostalgie de leur jeunesse. Ce qu'ils regrettent, ce n'est pas tellement la vie avec leurs compatriotes arabes, c'est plutôt l'époque de leur jeunesse. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui sont venus d'Afrique du Nord ici en Israël. Et l'accueil ashkénaze a été tellement dur, tellement difficile, tellement matiné de racisme. Sur le fond, on peut employer le mot racisme, c'est pas tabou, qu'ils ont aussi idéalisé les origines judéo-arabes qui étaient les leurs, parce que leur culture judéo-arabe a été méprisée. On s'est moqué de leur musique, on s'est moqué de leur langue. On n'a pas voulu les entendre, on a pensé qu'on avait affaire qu'à un ramassis primitif, pendant longtemps, très longtemps. D'où l'idéalisation finalement du passé en terre arabe. Ça a joué aussi, je crois. Sur les autres questions, comment une société démocratique peut-elle se défendre elle peut se défendre par des moyens démocratiques à la condition de donner la voix au peuple, c'est-à-dire par des élections, par des référendums. Sur les questions cruciales, comme la Suisse le fait régulièrement, on peut interroger le peuple. En France, on a interrogé le dernier référendum, date de 2005, sur l'Union européenne. Le peuple a dit non, et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement avec le traité de Lisbonne 2 ans après? Il a passé outre. La négation des droits du peuple, c'est ce qui explique le taux d'abstention aussi énorme en France aujourd'hui. Jamais il y a eu une telle déconnexion entre la population et les élites politiques. Ça ne veut pas dire que la France est dépolitisée, les Français sont très politisés, mais ils ne se reconnaissent plus dans cette caste-là. Donc il faut redonner du sens au mot démocratie, tout simplement. Et la situation de dictature, je nuancerai quand même, parce qu'on sait ce qu'est une dictature. La France n'est pas une dictature, je dirais un climat de dictature feutrée. À partir du moment où on s'auto-censure, et on ne peut plus dire un certain nombre de vérités qui sautent aux yeux de tout le monde, qui sont le spectacle quotidien, là on est déjà dans un univers un peu orwellien. C'est-à-dire dans un univers qui me fait souvent penser au roman de Kundera, en particulier la plaisanterie de Kundera, l'Europe de l'Est. Vous avez une réalité, vous êtes obligé de dire le contraire. Il y avait une question ici, après là-bas et là. Et on s'arrête. Oui, je voudrais savoir quelle a été dans votre procédure l'attitude du parquet, notamment devant la Cour d'appel et ensuite devant la Cour de cassation. Encore une autre question, hein. Michel. Quand on parle de l'antisémitisme et de la lutte contre l'antisémitisme en France, c'est très bien de condamner l'antisémitisme, mais si on ne cherche pas à assécher les sources et l'enseignement qui produit l'antisémitisme, à quoi ça sert? Et deuxième question, est-ce que l'obsession des médias et du gouvernement quelquefois contre Israël ne justifie-t-elle pas en bout de chemin l'antisémitisme et l'attitude de certaines classes peu privilégiées musulmanes? Oui, madame. Oui, vous avez été victime d'une énorme malheureuse. Est-ce que vous avez été amené à être privilégié d'une présomption d'innocence une fois? Et est-ce que vous avez eu l'occasion de commenter cette phrase sur laquelle vous avez été condamné? Je vais répondre rapidement. Jacqueline. La question, elle est très simple. Comment peut-on vivre en tant que juif en France actuellement? Il fallait la poser.
Je peux prendre encore une question. Une dernière. Tu veux Dernière. Une dernière question, c'est monsieur là-bas. Et puis on arrêtera les Est-ce que questions. vous pouvez donner un point de vue sur même le regard nouveau qui est posé sur les relations entre la France et l'Algérie? Le regard qui vient d'être renouvelé. Oui. La France et l'Algérie. Oui, oui, j'ai bien entendu. Alors, Alors, on répond aux questions et après. je réponds rapidement. Alors, le parquet, l'attitude du parquet, c'est donc le parquet qui a initié le procès. Sans la décision du parquet, il n'y aurait jamais eu de procès. Il pouvait classer sans suite. Mais la surprise, c'est que lorsque je suis relaxé en mars 2017, le parquet fait appel de la relaxe. Donc, il y a eu 2 interventions du parquet. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, le secret de la magistrature. Il y a peut-être un lien entre le fait que le parquet de l'époque est dominé par le Parti socialiste. Hollande est encore président. Et ça doit jouer. Bon. C'est ce que certains magistrats m'ont expliqué. Moi, je ne connais pas la magistrature, mais ce sont d'anciens magistrats qui m'ont expliqué la chose. Et devant la Cour de cassation? Non, après, ils n'ont plus fait appel de la... C'est fini. La Cour de cassation, ce sont 3 associations sur 6 qui ont fait appel, qui sont allées en cassation, et elles ont été déboutées. Voilà, elles ont tenté un pourvoi. Ensuite, la lutte contre l'antisémitisme, vous avez 1000 fois raison, bien sûr. Si ce n'est pas pour aller à la source, ça ne sert à rien. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, si ce n'est pas pour nommer les antisémites, à quoi bon parler d'antisémitisme? Ayons le courage d'aller jusqu'au bout et de tarir la source. Et la source, effectivement, on ne le fait pas vraiment. Bon. Est-ce que la présentation dans les médias d'Israël peut jouer un rôle? Pas forcément, pas forcément. En tous les cas, que ça alimente la colère d'une jeunesse française d'origine arabo-musulmane, maghrébine, oui, ça, c'est très certainement. Ça, on l'a bien vu au moment de la première intifada, au moment de la deuxième intifada en 2000, c'est très net que les pics de violence étaient liés au journal télévisé de France 2 ou de la Une. Bon, ça, c'est vrai. Mais sur le fond, dans les médias, cette présentation anti-israélienne, elle ressort vraiment de ce gauchisme culturel qui est omnipuissant, alors qu'il est très minoritaire dans l'opinion française, très minoritaire. Mais il tient un rôle démesuré dans les médias. Bon, c'est ça qui est frappant. Là, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne connais pas assez la réalité israélienne, mais on m'a dit que c'était à peu près la même chose ici. Bon. La présomption d'innocence, oui, par définition, tout inculpé est présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire. Lors de la première instance, le procès qui a duré si longtemps, la présidente était remarquable et elle m'a laissé m'exprimer comme je l'entendais. J'ai pu m'exprimer à 3 reprises très longuement. Donc j'ai pu revenir sur le lait de la mer et expliquer ce que je voulais dire et pourquoi je l'avais dit, etc., etc. Donc j'ai vraiment eu une grande liberté de parole. C'était beaucoup moins vrai en appel, c'était beaucoup plus canalisé. Et... Bon, la relation entre la France et l'Algérie, et je n'ai pas oublié la dernière question. La relation entre la France et l'Algérie. On peut faire crédit à Emmanuel Macron, le président, d'avoir eu le courage de parler d'une rente mémorielle récemment. Il a dit que l'Algérie vivait sur une rente mémorielle. C'est ce que tout le monde sait. L'Algérie vit sur ce passé de la guerre d'Algérie depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, elle avait largement les moyens de devenir une grande puissance. C'est devenu un pays en faillite. Un pays en faillite où la population a quintuplé depuis l'indépendance. Où c'est la gabegie totale. Bon. Tout le monde le sait, les Algériens vous le diront, Boualem Sansal le dit, le rêve de la plupart des jeunes Algériens, partir. Partir. Ne plus entendre parler de l'Algérie. Bon. Donc 60 ans après l'indépendance, la classe politique au pouvoir, la nomenclatura très corrompue au pouvoir, qui a détourné les ressources, elle n'entend qu'une seule chose, elle, continuer à exploiter encore le passé colonial pour expliquer ce pourquoi 60 ans après, ils en sont arrivés à ce stade de régression sur le fond. Il a eu ce courage, et il a eu le courage aussi récemment de baisser drastiquement le nombre de visas. Est-ce que c'est lié à la campagne présidentielle qui s'annonce? Est-ce que c'est lié à la montée d'Éric Zemmour dans les sondages? Le poids très important de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour cumulé, c'est plus de 35% des voix. C'est considérable. C'est possible, je n'en sais rien. Est-ce que ce sera effectivement fait? Oui, c'est aussi la question, est-ce que ce sera fait? Vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et il n'y a pas de réalisation très souvent. Voilà, il a eu au moins ce courage-là. Est-ce que, la vraie question, c'est est-ce que ça sera
réellement réalisé. On n'en sait rien pour l'instant. Alors, dernière question, comment est en France aujourd'hui? Bon, la France n'est pas à feu et à sang, n'exagérons pas. Je crois profondément que, vu l'évolution de la société française et vu le fait que cet antisémitisme n'est pas prêt de disparaître et qu'il devient un code culturel dans un grand nombre de quartiers français, et ces quartiers français qui sont un peu hors emprise de la loi, ces 500 quartiers, à peu près à 10 000 habitants chacun, c'est-à-dire 5 millions de personnes. Les Juifs de France vont rester en France. Il ne va pas y avoir un départ massif pour l'instant, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant là, je ne vois pas de départ massif. L'ALIA est revenue à un niveau très modeste. Je pense qu'ils sont condamnés à vivre discrètement. Ils vont s'invisibiliser. Certains déjà ont commencé, ils enlèvent la mezouza. Et c'est ça, ils enlèvent la mezouza. Certains... bon, on sait très bien que les enfants sortant des écoles juives ont interdiction de porter la kippa. Ils ont ordre de se disperser immédiatement, de ne pas rester dans l'école. Bref, ils ont déjà acquis les réflexes d'une minorité précarisée et qui a peur. Comme le mémorial de la Shoah, qui est un mémorial de cours. Oui, c'est un mémorial de cours. Alors eux, ils n'ont pas peur. Eux sont à l'abri de tous les coups. Ils n'ont pas peur. Mais ils sont partenaires de ceci, de cette omerta. Tout à fait, complètement. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Je suis venu pour vous écouter parce que vous êtes un homme très intelligent, très cultivé, très informé, et surtout, ce qui est pour moi le plus haut, extrêmement sympathique. Je pense que votre ingénuité est un élément fondamental de la sympathie qui émane de vous. Mais au risque d'être moins sympathique, ne devriez-vous pas commencer à être un peu moins âgé? Un peu moins âgé. Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Merci beaucoup à Georges. Non, c'est bon. Il est 9h15, on va partir à Tel Aviv. On disait quelle est la couleur à Casablanca, de la djellaba, du noir du juif, et on disait elle est blanche parce qu'il disait drager les murs. Donc il était en... Vous la connaissiez peut-être?